Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est Valou comme d'habitude. Aujourd'hui, on parle de ce mec, Tobey Maguire, Tobey fucking Maguire et Spider-Man signé Sam Raimi. Bordel que ça fait plaisir, merci beaucoup Félix pour le premier don de la soirée, je n'étais même pas encore arrivé, c'est vous dire à quel point ces films ont marqué quand même une génération. Merci beaucoup Félix pour le don. Oui, ce soir on parle Sam Raimi, on parle Tobey Maguire, on parle évidemment à venir aussi avec Spider-Man No Way Home, mais on va surtout faire une grosse rétrospective. Grosse rétrospective, ce sera toujours moins bien qu'en vidéo, mais en tout cas, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu mon passé avec la saga Spider-Man, parce que, ouais, globalement, effectivement, il y avait un commentaire que je trouvais très intéressant qui est passé tout à l'heure avant que je lance le live. Ils font pas blockbuster, ils font presque film d'auteur. Et ça, c'est la fucking touche Sam Raimi, qui a vraiment donné ce que j'appellerais une âme exceptionnelle à cette trilogie de Spider-Man. Alors moi, évidemment, c'était pile dans ma génération. C'est sorti, j'avais pile l'âge pour le voir, donc j'ai vu les trois au cinéma. J'étais hyper content de le retrouver contre le Docteur Octopus. Et puis après, il y a eu le troisième volet où... C'est vrai que de mon temps, je dis ça putain, on dirait que j'ai 67 ans, mais de l'époque où j'avais attendu en salle pour le voir, on nous promettait quand même l'Homme Sable, le Retour du Bouffon version Harry Osborn, le Venom, voilà, Topper Grace qui est un acteur que j'aime beaucoup, alors que je connaissais pas à l'époque, mais qui depuis a quand même eu une sacrée belle carrière, entre Predators, Black Landsman et autres. C'est vrai que cette trilogie-là, elle a marqué un tournant dans l'histoire du cinéma. Elle a forcément marqué un tournant aussi dans l'histoire, je pense, du cinéma de super-héros. Parce que quand je parlais de cinéma, c'était, je pense, Sam Raimi, avec ce film-là, il a créé quelque chose qui dépasse le cadre du super-héros. Il y a beaucoup de cinéma, il y a beaucoup de films qui ensuite ont embrassé un petit peu cette mouvance pour évoluer avec ces longs-métrages-là. C'est des longs-métrages qui sortaient en plus au cœur des années 2000, pour la plupart, et c'est vrai que globalement, tu prêchais régulièrement le chaud et le froid, hein, du côté de Marvel, voire même de DC, t'avais ces phases-là de films sérieux, extrêmement bien structurés, qui pour moi sont... Et alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je pense qu'à plus ou moins à la même époque, hein, j'aurais dit extrême fin des années 90 peut-être, mais j'ai un doute, pour l'un des deux. Donc ok, donc on est en 2002, donc ça c'est sûr pour Spider-Man. Voilà, donc techniquement, on pourra même se poser la question, est-ce que c'est vraiment Spider-Man qui a lancé l'idéologie? Puisque je trouve que au cœur des années 2000, on avait deux fonctions majeures au cœur du cinéma de super-héros. On avait les films qui se prennent pas trop la tête, c'est-à-dire les films d'à peu près 1h30, 1h40, qui étaient essentiellement inclus autour du divertissement. Les 4 Fantastiques, ce qui est devenu ensuite X-Men avec X-Men 3, Catwoman et compagnie, tous ces films-là qui étaient Daredevil aussi, hein, qui a été extrêmement cuté, alors lui c'est encore autre chose, et t'avais d'autres longs-métrages qui pour moi faisaient un peu plus intimistes, qui étaient effectivement parfois de l'ordre du film d'auteur, qui étaient de temps en temps parfois de l'ordre du cinéma beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus intelligent, et je prends en considération moi vraiment trois trilogies, même si finalement les trilogies ont toujours eu un petit peu leur enfant terrible, Spider-Man, X-Men et Blade. Je trouve que Blade, il y avait quand même quelque chose, et c'est à peu près dans la même époque à chaque fois, hein, mais Blade avait quand même quelque chose d'hyper sombre et d'hyper torturé, et surtout d'extrêmement sanglant, qui était propre au personnage. Wesley Snipes, c'était incroyable. X-Men, alors le premier était bon, hein, là pareil, dans le côté extrêmement sombre, vraiment, X-Men se posait là, hein, parce que sur les premiers, notamment les séquences enneigées avec la découverte de Wolverine, il y avait beaucoup de choses qui étaient quand même assez sinistres, et la saga Spider-Man, où, bah, bizarrement, Blade 3, c'était pas bon, X-Men 3, c'était pas bon, Spider-Man 3, on en reparlera, parce que Spider-Man 3,
Aujourd'hui, on peut se poser la question de son, on peut se poser la question de son véritable niveau. Mais ça a été globalement des films qui ont offert quelque chose au cinéma de super-héros. Je suis entièrement d'accord avec Johan qui dit Blade très inspiré de Matrix. C'est vrai que globalement, Blade, surtout dans la chorégraphie des combats, dans l'utilisation récente de CGI, etc., a des sonorités qui font Matrix. Mais parmi toutes ces trilogies, X-Men, Blade, Spider-Man, aujourd'hui, force est de constater que celle, voilà, qui reste un petit peu dans les annales, celle dont on parle évidemment aujourd'hui, mais qui reste dans le cœur des fans comme une base, c'est pour vous dire, hein, on s'est beaucoup posé de questions sur qui est le meilleur Spider-Man. Andrew Garfield incarnait une certaine façon du Spider-Man, peut-être un peu plus proche des comics et des jeux. Tom Holland, une version plus jeune aussi, à l'instar de certains comics. Et Tobey Maguire, qui pourtant, aujourd'hui, finalement, est peut-être celui qui inclut le plus de nostalgie, parce que ça a été le premier, parce que Tobey Maguire a installé quelque chose, je trouve, dans l'ordre du super-héros sans vraiment l'être, que j'ai trouvé excellent, que Sam Raimi a toujours réussi à le magnifier de fort belle manière. Et moi, je fais partie de ces gens, en fait, qui considèrent qu'au sein de la saga Spider-Man, on a 3 Spidey de 3 générations différentes, et ça sert à rien de les mettre en concurrence. J'aurais préféré, en fait, faire en sorte que le monde, si vous voulez, soit plutôt heureux d'avoir 3 versions de Spider-Man bien différentes, hein, le Spider-Man de Sam Raimi, le Amazing et celui de Tom Holland. Celui de Tom Holland, de par les films et de par sa performance filmique à lui en tant qu'acteur, c'est pas celui que je retiendrai le plus, mais on a vraiment 3 entités, et celui qui se rapproche le plus de l'anti-héros, pas forcément dans le sens vraiment mécanique du terme, mais dans le sens antagoniste du terme, hein, parce qu'il y a différentes sortes d'anti-héros. Je trouve que Tobey Maguire, il incarne vraiment ça. C'est-à-dire que c'est un acteur qui est formidable pour te faire prendre conscience que, ouais, j'ai un côté benet. Alors, je suis pas du tout un héros, hein, je suis l'exemple même du zéro. C'est-à-dire qu'Andrew Garfield et Tom Holland le sont quand même nettement moins. Lui, il incarne véritablement le Peter Parker au ras les pâquerettes que personne ne calcule, personne ne se souvient c'est quoi son nom, etc. Enfin, il y a des scènes qui sont particulièrement drôles. Et lui, l'incarne à la perfection. Je trouve. Je trouve. Et merci beaucoup Juju pour le don, salut Valou, hâte de voir Tobey Maguire, mais bien plus high pour Spider-Man New Generation 2 que No Way Home. Alors ça après, en termes de multivers, moi c'est souvent ce que je souligne aussi, hein. On a eu déjà un multivers d'exception qui était celui de New Generation. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en live action, mais globalement d'un point de vue filmique, la prise de risque et l'entité même qui était New Generation, moi j'ai trouvé ça génial. Et merci encore Félix pour le don, une des meilleures trilogies de super-héros avec la trilogie de Shyamalan et les Batman de Nolan. La trilogie de Shyamalan, donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est Incassable, Split Glass, parce que tout le monde les a peut-être pas vus, étant donné que ça remonte un petit peu le premier Incassable. Alors c'est vrai que là on était dans des choses radicalement différentes, on sort de Marvel, on sort du MCU, je suis entièrement d'accord avec toi Félix, hein, la trilogie de Shyamalan est énorme, et je pense même qu'Incassable, objectivement, fait partie des 2-3 films de super-héros les meilleurs de tous les temps, hein. Si on regarde vraiment l'essence même du truc, où t'es pris en bateau constamment, pardon, dans cette espèce de thriller vraiment, vraiment très bon. Ah, c'est clairement Kanaki, comment vas-tu, l'un des meilleurs Spider-Man. Ouais, le New Generation a mis ça à un niveau, que ce soit dans sa bande-son, que ce soit dans son écriture, que ce soit dans la manière dont ils vont gérer le visuel aussi, hein, du film, puisque c'est un film d'animation, mais globalement, il était assez fabuleux. Ouais, c'est vrai qu'il était bon. Je vais vous balancer un petit sondage, parce que ça m'intéresse. Et puis après, on ira un petit peu dans la rétrospective, mais il y avait forcément une question que je vais vous poser. D'ailleurs, pendant ce temps-là, je vais quitter la scène le temps que vous puissiez répondre, parce que vérifiez que j'ai bien tout fermé en haut par rapport à mes chats. Je vous demande, dans l'onglet du chat, donc un petit sondage. Voilà, on va prendre un petit peu la température du live tout de suite. Quel est, selon vous, le meilleur Spidey, donc le meilleur Spider-Man? Let's go, 57% pour Spider-Man 2. Ce n'est pas très étonnant, clairement. Ce n'est pas très étonnant. On est sur du 26% pour le premier, 17% pour le deuxième, ce qui est quand même assez étonnant, puisque la différence entre le premier et le deuxième, bah, elle est pas énorme. Elle est pas énorme. Alors que c'est quand même 2 films hyper différents. Alors moi, je vais pas vous mentir. Sur le fond comme sur la forme, c'est-à-dire sur la puissance de ces personnages, et tout le monde ne sera peut-être pas forcément d'accord, sur la puissance de ces personnages, sur la dualité de comment être un héros, qu'est-ce qu'être un héros aussi, parce que qu'est-ce qu'être un héros, c'est une question
éminemment importante, je trouve, dans l'univers de Sam Raimi et dans l'univers de ce Spider-Man-là. C'est ça que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé, c'est que, comme on disait tout à l'heure, il y a des thématiques qui ressemblent parfois un petit peu à du cinéma, soit de genre, évidemment, grâce à Sam Raimi, soit même carrément parfois des thématiques de cinéma d'auteur, dans le sens où la question de qu'est-ce qu'être un héros, quels sont les grands pouvoirs qui impliquent des grandes responsabilités, bon ça forcément c'est des thématiques et c'est des répliques qui frappent, mais qui ont aussi un enjeu autour du cinéma de Sam Raimi que je trouve particulièrement intéressant sur l'aura qu'il a été capable de mettre dans le cinéma, entre guillemets, d'auteur blockbuster, Spider-Man en est un. Je trouve que par rapport à ces thématiques-là, par rapport à l'extrême déchirance d'être un héros, parce qu'on sent vraiment qu'à aucun moment ça lui plaît vraiment, à aucun moment c'est quelque chose, c'est presque un fardeau. Moi je trouve que dans le côté, mais alors ça c'est sur l'ensemble de la trilogie, c'est l'une des rares trilogies où tu sens vraiment que pour Peter Parker, c'est un fardeau d'être parfois Spider-Man. Dans la manière aussi dont on va gérer l'anti-héros, ou alors l'antagoniste qui n'en est pas vraiment un. Là, je pense que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Moi, mon préféré, c'est Spider-Man 2, parce que je trouve que c'est le plus accompli. C'est-à-dire on a eu le temps de poser les marques de Spider-Man. Là, on va vraiment travailler beaucoup plus en profondeur les personnages. On va avoir un traitement vis-à-vis d'Alfred Molina en Dr. Octopus que je trouve extraordinaire. On développe d'autant plus aussi certaines séquences qui peuvent être des séquences comiques mariées aussi toujours, comme je le disais, à des thématiques beaucoup plus fortes, à des thématiques beaucoup plus sombres et beaucoup plus torturées que sont celles de Peter Parker, parce que c'est vraiment à partir de là qui va se poser énormément de questions. Et puis c'est un film qui par moments te fait aller dans tes derniers retranchements. Je pense notamment aussi à la révélation autour d'Harry Osborn. C'est un petit peu la descente aux enfers pour lui. C'est des personnages, là où pour moi le premier exposé avec brio des protagonistes, parce que c'est vrai que Willem Dafoe en bouffon vert, on pourrait se poser la question aujourd'hui dans l'ensemble de l'univers Marvel. On va pas considérer que le MCU et on va pas considérer que les autres, mais dans l'ensemble de l'univers Marvel, on peut même compter X-Men, etc., des méchants du calibre de Willem Dafoe en bouffon vert, il n'y en a pas tant que ça. Parce que là, c'est littéralement l'essence même de la folie. Et c'est ça que je trouve magnifique avec lui. C'est pour ça que beaucoup de gens aussi voulaient que Willem Dafoe joue le Joker. C'est parce que Willem Dafoe, rien que dans son visuel, dans ses mimiques, dans son rectus, il incarne cette folie. Il incarne l'essence de l'antagoniste. Alfred Molina, lui, c'est complètement différent. Quand tu rencontres Alfred Molina la première fois, il a rien de particulièrement néfaste. C'est juste quelqu'un qui est un petit peu dévoré par, entre guillemets, sa science, ses ambitions, qui est dévoré par l'amour aussi, puisqu'il travaille avec sa femme, n'oublions pas. Donc il y a énormément d'enjeux, et je trouve que c'est hyper pertinent, en fait, de les introduire dans le premier pour les magnifier, en fait, dans le deuxième. Et ça donne des scènes... ça donne des scènes qui sont hyper cultes. J'en ai beaucoup parlé, c'est marrant parce que c'est la scène qui est le plus revenue finalement dans le chat. Je pense que quand on parle, et ça je peux vous poser la question, n'hésitez pas à me répondre, quelle est pour vous, dans l'ensemble de la trilogie, la scène culte de Spider-Man? Quelles sont les scènes cultes de Spider-Man? Et vous allez voir que, finalement, pour beaucoup, la scène culte, c'est celle-là. Alors je suis désolé, mais je suis obligé de le mettre. Parce que voilà, là encore pour les droits d'auteur ce sera coupé, donc on le dira après. Mais voilà, ça on y reviendra après parce que c'est exceptionnel. Mais effectivement pour beaucoup, voilà, vous l'avez dit, hein, c'est la scène du train. Parce que Sam Raimi c'est quand même un cinéaste de talent. C'est un mec qui... Ce qui est vachement intéressant en fait, ce qui est là dans le 2, c'est que... Ce que je trouve vraiment pertinent dans Spider-Man 2, c'est qu'on n'assiste pas seulement à un film où, je pense, on fait l'éloge de Spider-Man. On fait pas seulement l'éloge de Tobey Maguire, on fait pas l'éloge d'une entité, on fait aussi l'éloge du cinéaste, du réalisateur, de celui qui a la vision, j'allais dire visionnaire, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas de celui qui a la vision. C'est quelqu'un qui vient aussi beaucoup du cinéma d'horreur, hein. On se souvient, les Evil Dead avec Sam Raimi, Bruce Campbell. Je rêve, voilà, je vous le dis, de revoir Bruce Campbell dans No Way Home, parce que si t'as un caméo qui est tellement possible, étant donné que dans les 3 premiers Spidey, c'est tellement bien vu de le voir jouer le serveur, l'animateur de combat de catch, de ci, de ça, la scène où il est responsable d'un service de resto avec non, restez là-bas, non, venez, non, restez, parce que les deux autres sont en train de s'engueuler. C'est tellement classe, en fait, dans l'identité Bruce Campbell / humour / Sam Raimi, que ça parle vachement bien. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans Spider-Man 2, tu vois toute l'essence de ce qu'est Sam Raimi. Tout le monde parle de la scène du train. Oui.
La scène du train, oui, parce qu'il a été capable, en termes de chorégraphie de combat, d'élever son niveau de jeu. C'est vrai que c'est des scènes qui sont iconiques. Il y a même au-delà, finalement, de la scène de combat qui est hyper impressionnante, un environnement musical parfois sans son. Ça, c'est ce que je trouve qui manque aujourd'hui. Vous allez me dire dans le chat si vous êtes d'accord. Je trouve que aujourd'hui, dans le cinéma, on a tendance à mettre trop de musique. Il peut y avoir des beaux scores, il peut y avoir des belles bandes originales, des choses comme ça qui te prennent au trip, ça, évidemment. Mais je trouve qu'on perd le silence qui t'inclut encore plus, toi, spectateur, dans la situation. Et je vais vous dire, dans Spider-Man 2, il y a une scène, moi, qui me frappe à chaque fois, c'est quand ils se battent, juste avant la scène du train, je crois, quand ils se battent au sommet d'une tour, et qu'à un moment donné, les deux tombent, et quand les deux tombent, ils sont en train de se taper sur la tronche, il n'y a pas un son. T'entends que le bruit vraiment des coups, les hurlements d'Octopus, les hurlements de Spidey, etc. Et je trouve que ça inclut tellement le spectateur, cette absence de son marquante, pour revenir après sur la bande originale pile quand il faut, que c'est un putain de talent de mise en scène. Et à la fin de cette séquence-là, voir Spider-Man sans son masque avec tous les gens qui le prennent, un petit peu comme si c'était le Messie, un petit peu comme si c'était le Sauveur, là où finalement ce sera peut-être l'un des seuls moments véritablement beaux et poétiques de ce Spider-Man dans les trois, parce que c'est quelqu'un quand même, de par le Daily Bugle, qui est constamment traîné dans la boue. C'est un mec qui a des problèmes personnels, c'est un mec en Spider-Man, on lui souhaite pas mieux. Je trouve que, ouais, la scène du train, elle est hyper marquante. Pourtant, il y en a d'autres qui sont vachement sympas aussi, notamment une que j'aime beaucoup, c'est quand même la séquence qu'on va avoir dans l'hôpital quand Octopus devient Octopus. Parce que cette scène-là, il faut quand même en parler dans Spidey 2, quand je vous disais que c'est aussi un film sur son cinéaste, ça, c'est exactement l'auteur. Ça, c'est exactement Sam Raimi. Tout le monde le sait, tout le monde l'a déjà dit, je n'invente rien. Cette scène-là, c'est de l'horreur. Il y avait déjà, de temps en temps, des propositions un petit peu horrifiques vis-à-vis du premier Spider-Man, notamment vis-à-vis du Bouffon Vert. Ça, c'est une évidence. Ce qu'il réussit à faire là, c'est encore plus intéressant, parce que c'est une absence de son totale. C'est des caméras très proches des corps, c'est des caméras vraiment filmées, parfois même en gros plan sur les hurlements des gens, c'est les tentacules d'Octopus, ou Octopus on le voit quasiment pas finalement. Donc elles prennent possession en fait du spectateur, parce qu'elles prennent vie, elles sont littéralement là en fait pour être agressives, pour faire mal, ce sont les antagonistes à part entière. Et en fait, il arrive limite à personnifier ça, à les rendre vivantes. Vivantes pas en tant qu'intelligente artificielle, mais vivantes en tant que créature. Ça, c'est parce que Sam Raimi, il a l'habitude. Et c'est génial, c'est génial. C'est du pur cinéma d'horreur. Et tu vois, Johan, je suis pas trop d'accord. Alors, ça fait très Evil Dead, évidemment, parce que Evil Dead, on a l'habitude. Mais pour moi, Evil Dead, t'avais quand même des touches humoristiques. Là, dans cette scène-là à l'hôpital, t'as aucunement envie de te marrer. Moi, c'est une scène, quand j'étais gamin, vous me direz ce que c'était pour vous. Mais quand j'étais gosse, la scène du réveil d'Octopus, j'étais pas spécialement serein. Parce que je me suis dit, ah ouais, il est capable d'en fait de t'inclure là-dedans. Mais ça, de toute façon, manier la peur, manier cet environnement-là, et manier un petit peu l'horreur, si vous voulez. Alors, jusqu'où il est capable de la donner, parce que ça reste Spider-Man, c'est tout public. Il le fait dans le 1, il le fait aussi dans le 3. Il le fait... Ah, moi, je trouve pas que ça fasse cartoon, hein, Johan. Honnêtement, hein, pour vous, par exemple, qui êtes dans le chat, dites-moi, mais est-ce que vous trouvez que la scène dans l'hôpital avec Octopus, elle fait cartoonesque à la Evil Dead? Parce que pour moi, clairement, c'est pas du tout, c'est horrifique. Les ongles, les putains d'ongles. Ah mais effectivement, ouais. Quand la nana, elle est en train de vraiment de glacer le sol avec ses ongles, les hurlements et tout, ah moi, je trouve pas du tout que ce soit comique. Ni cartoonesque ou quoi que ce soit. Hein. C'est littéralement la science pour moi de l'horreur à la Sam Raimi. C'est ce qu'il faisait aussi dans le premier, parce que je trouve que le premier, alors là c'est beaucoup par l'attitude de Willem Dafoe, mais les séquences quand il va se parler dans le miroir, elles sont quand même particulièrement sombres aussi. Il y a des frasques de l'horreur de temps en temps, les seules qu'il est capable de transmettre, et là ça se joue beaucoup plus sur l'acting. Dans le deuxième, c'est beaucoup plus la réal. C'est beaucoup plus la réal. Et merci beaucoup Justin pour le don, merci beaucoup, ça fait plaisir pour le soutien, et remercie Juju pour le don aussi. La scène où il renonce à ses pouvoirs est incroyable. Ah, avec, Rain... Ah bah je l'ai en plus, attendez, je crois. Me semble-t-il que c'est celle-là, non? Il me semble que c'est ça, alors je crois que ça c'est dans le deuxième. 5,3 électronvolts. Elle est géniale cette musique, quand il bouffe son hot dog. Non. Mais en fait c'est tout. C'est tout qui est génial dans ce film, parce que tu te dis, mais mec...
Ça, c'est ouf. Parce que mettre cette musique-là, c'est tellement déphasé par rapport à ce qui s'est passé. Alors lui, tu le vois, qui récupère sa vie, qui est tout content, tu vois, qui mange des hot dogs. C'est vachement bien. Et ça veut dire aussi que il est capable de marier des belles bandes originales, hein, Sam Raimi. Parce que dans l'utilisation de sa BO, que ce soit sur cette musique-là dans le deuxième, ou James Brown, aller chercher James Brown dans Spider-Man 3, faut avoir l'audace, on y reviendra après sur Spider-Man 3, mais faut vraiment avoir l'audace de le faire, quoi. Ça, faire une scène osée comme ça, faut vraiment, surtout avec cet acteur-là. Parce que Tobey Maguire, tu le regardes dans le 1, dans le 2, si toi on te spoil qu'il y aura une scène dans ce genre, tu vas faire, mais comment tu veux qu'il joue ça? Mais il est complètement déphasé. Il est complètement déphasé, moi c'est ce que je trouve excellent. Quand tu regardes Tobey Maguire, moi il y a une scène mais qui me tue. Parce que, à aucun moment, en fait, imaginez en plus, aujourd'hui dans le MCU, c'est pas pour être critique avec le MCU, mais imaginez aujourd'hui dans le MCU, revoir cette scène, où on a Tobey, alors qui est en plein, justement, James Brown, et puis t'as Betty, l'assistante du Bugle, ça c'est dans le 3e, qui lui dit « Oh mais ces photos sont magnifiques Parker, je me demande comment t'as fait pour les prendre. » Et là t'as Tobey qui la regarde les yeux dans les yeux et qui lui dit « Peut-être qu'un jour c'est toi que je vais prendre. » Mais jamais dans le MCU aujourd'hui t'as une phrase comme ça, jamais de la vie. Parce qu'en fait, c'est le fait que ce soit Tobey qui dise ça, tu vois. En termes de dialogue, moi je l'aime bien le 3e, parce que tu sens qu'en fait Sam Raimi il s'est dit « Nick, j'y vais à fond. » Il y a eu beaucoup de problèmes aussi sur le 3, parce que je crois qu'au niveau du scénario, c'était un petit peu compliqué de temps en temps de pouvoir un petit peu marier l'ensemble de ce qu'il voulait faire. Il était censé y avoir, je crois, même d'autres méchants, hein. Enfin, c'est vrai que c'est un film qui a été assez difficile à tourner et à monter, mais cette séquence-là, et puis quand après il se met sur le bureau et il dit « Ah non, mais si tu me veux, maintenant, il faut m'embaucher et doubler mon salaire », en se mettant sur les pieds de J.K. Simmons, sur le bureau, les pieds en éventail de J.K. Simmons. Moi, je trouve ça génial, en fait. Je trouve ça génial. Ah bah moi, je suis pas d'accord, Akuzaim. Tu vois, moi, je trouve vraiment pas ça ridicule, parce que c'est la juxtaposition parfaite entre Tobey Maguire, qu'on n'attend pas du tout dans ce genre, mais vraiment pas, hein. On l'attend pas du tout être capable de performer dans ce style, et puis derrière, alors des trucs burlesques, parce qu'il y a même du burlesque pour le coup, et en fait, ça se marie bien, parce que quand on voit Spider-Man 3, t'as presque parfois des séquences de vaudeville, hein. Et c'est normal. Il a fait de Mary Jane une chanteuse, une nana qui fait du cabaret, enfin pas du cabaret, mais des pièces de théâtre, etc. Bon, c'est pas forcément sa qualité première. Elle termine dans un piano jazz. Lui, il arrive, il va commencer à faire des petites danses. C'est ultra grandiloquent, c'est ultra too much. Mais d'un autre côté, ça fait aussi partie de choses burlesques. Ça fait partie de choses burlesques qui sont aussi parfois issues du musical. Pour moi, ça se passe bien, puisque l'entité même, justement, d'arriver là-dedans, bah, c'est une entité musical. Le coup du piano jazz. Alors, moi, je trouve ça vachement intéressant, hein. Je trouve ça vachement intéressant. T'as toujours, en fait, une espèce de balance qui est vachement bien menée dans l'ensemble. Et merci Ragnarsson pour le don, la scène du combat contre le bouffon vert à la fin du 1 est juste parfaite pour moi, donc au-dessus du 2. Non mais elle est géniale, elle est géniale. Mais on va y revenir, je vais rester un peu sur le 2, après on ira sur le 1, on terminera par le 3, histoire de garder entre guillemets le plus atypique pour la fin. Mais dès qu'on passera sur le premier, on sera obligé évidemment d'en parler, ouais. Et merci encore Félix pour le don, il y a même la scène du discours de Osborn avec Spidey sur le gratte-ciel dans le premier volet, qui te fait la métaphore de la société avec les fourmis qui est culte. Ouais, bien sûr. Bien sûr, alors ça pareil, on en reparlera dans le 1, mais il y a des thématiques, des phrases qui sont ultra pertinentes. C'est genre, voir le héros, qu'est-ce qu'aiment les gens. Bah ça, on peut en parler maintenant, mais ça fait partie des choses qui font que moi, Spider-Man, j'aime beaucoup. Je l'ai pas retrouvé dans Amazing, et alors encore moins dans ceux de Tom Holland, c'est que t'as effectivement des questions de société dans cette trilogie-là. T'as des questions de société, t'as des questions majeures, et t'as des questions qui vont au-delà de la simple matrice du super-héros. C'est effectivement, et puis on va passer après sur le combat avec le bouffon, du coup on ira un petit peu à droite à gauche dans ce live, mais on se fait plaisir, c'est Spider-Man, on s'en fout. Quand le bouffon vert kidnappe Spidey, ils sont en haut et il dit, tu vois, pour l'instant il t'aime. Mais c'est l'archétype en fait, de n'importe quelle personne médiatisée, que ce soit un super-héros ou même d'autres. Tu vois, pour l'instant il t'aime. Mais le goût du sang, l'attrait du sang pour les gens, il est plus fort que tout. Et en 2002, faites l'écho de cette phrase aujourd'hui, avec les dramas, les choses, la télé-réalité, toutes ces choses-là. En fait, les gens qu'on monte sur un piédestal simplement pour les voir échouer après. C'est le symbole d'une société où Sam Raimi, dans son écriture, déjà en 2002, ça l'était beaucoup moins d'aujourd'hui, il nous disait « Toi, pour l'instant, ils t'aiment. Mais ce qu'ils veulent, c'est pas continuer à t'aimer.
Ce qu'ils veulent, c'est te voir mourir au combat. Ils veulent te voir échouer, ils veulent voir les héros échouer pour ensuite pouvoir continuer encore et encore des combats comme ça. Alors ça a été fait post-11 septembre en plus, effectivement, comme le dit Matheus. Donc voilà, t'es en 2002, tu sors le film, en 2001 t'avais le 11 septembre, c'est des choses qui sont encore plus incluses dans la culture populaire américaine, mais au-delà de cette culture-là et au-delà de ce problème-là, tu as effectivement des thématiques hyper fortes, parce qu'aujourd'hui, quand tu penses à ça, c'est l'acteur, l'homme médiatisé, l'homme au sommet, et quand il est au sommet, quand il est adulé, ce que de façon très cynique et de façon très dure finalement, de façon très paradoxale, ce qu'on veut, c'est le voir descendre. C'est le principe de l'outsider. Beaucoup de gens aujourd'hui n'apprécient plus les favoris parce qu'à partir du moment où tu es en haut, il y a quelque chose en fait psychologiquement qui fait que la plupart des gens vont vouloir le voir chuter. Et c'est de plus en plus visible aujourd'hui. Et cette phrase-là, elle est magnifique. Parce que tous les méchants, à l'exception peut-être de ceux du troisième. Parce que le troisième, il est encore d'un point de vue différent. Mais en tout cas, que ce soit le Bouffon Vert ou que ce soit le Docteur Octopus, ils ont comment dire, des enjeux, ils ont des pensées et ils ont des événements qui font que la conséquence, c'est-à-dire leur point de vue d'antagoniste, peuvent être par moments écoutables. Ça peut être par moments compréhensible. Peut-être pas écoutable, mais en tout cas compréhensible. Parce qu'on est dans quelque chose de vraiment, je trouve, moi, puissant dans l'écriture, de puissant dans les thématiques. Dans Amazing, ce qui est respecté, c'est son côté high-tech, ce qui n'est pas respecté dans ceux de Raimi, alors que Peter Parker joue vachement bien avec high-tech. Ça, vous allez voir, je vais vous poser la question. Alors attendez, il faut que je clôt le sondage. Merci beaucoup Flo pour le don, salut sondage, moi je garde un meilleur souvenir du 3 qui est sous-coté malheureusement. Ici, moi je vais pas vous mentir, j'ai beaucoup aimé le troisième aussi. Hein. Donc globalement, c'est vrai qu'il par rapport au tournage, par rapport aux idées qu'il y avait à la base, et par rapport à ce qui est devenu le film finalement à la fin, on pouvait en attendre beaucoup plus. Je pense même que Sam Raimi aurait aimé en faire plus. Mais c'est des problèmes de tournage, de studio, etc. qui ont fait que, mais il y a quand même des choses vachement intéressantes. Je vais vous poser une question, parce que pour moi, en fait, j'ai toujours préféré... Et c'est un truc qu'a justement, je crois, créé Sam Raimi. Alors, je sais pas si dans certains comics, c'était déjà le cas avant que Sam Raimi le fasse. Et c'est une très bonne chose qu'on en parle, parce que j'en aurais sûrement pas parlé. Est-ce que vous préférez Spider-Man avec des pouvoirs filament, emporte-moi à toi, l'emporte-moi Shazam, ou est-ce que vous le préférez avec des pouvoirs technologiques, c'est-à-dire au poignet, etc., qui utilisent de l'high-tech, comme les jeux précédents l'ont fait, comme The Amazing Spider-Man le fait, comme je crois le fait Tom Holland aussi. Est-ce que vous préférez le fait que après la piqûre, il a des pouvoirs naturels, ou est-ce que vous préférez les pouvoirs technologiques? Et n'hésitez pas dans le chat à me donner justement pourquoi. De me dire pourquoi, pas forcément oui ou non, mais au moins la raison. Moi, je vous avoue que j'ai largement préféré naturel parce que ça s'ajoute au côté hybride. Et c'est vachement bien. Alors après, je vais pas vous mentir, moi je viens aussi de l'école des jeux vidéo des anciens. Je trouve que le Rhino est ridicule hein, dans The Amazing Spider-Man. Tout en méca comme ça et tout, pour moi ça n'a pas lieu d'être. Moi je préférais le Rhino qui, je crois dans le jeu PS1 de Spider-Man, était une espèce de mutation. Un petit peu comme le lézard, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, moi quand je vois que... le Spidey de Sam Raimi, il a carrément des trucs d'araignée au bout des micro-organismes d'araignée, si vous voulez, au bout des mains pour monter, qui va créer ses toiles tout seul. À moi, le côté mutation, moi, j'aime beaucoup. Parce que je trouve que c'est un côté mutation qui se rapprochait pas mal du dessin animé et des jeux vidéo. Et ça, je trouve ça hyper classe. Alors que le côté technologique, c'est un côté décevant, quoi. Tu te dis, bah alors attends, si t'es déjà proprement parlé fort en technologie, bon, globalement, t'aurais limite pu être ce que tu es sans forcément avoir besoin de te faire piquer par une araignée, quoi. Après, c'est vrai que pour tous ceux qui ont lu les comics ou tous ceux qui aiment le comics, si dans les, je crois, hein, dans les 3/4 ou dans 90% des comics, on a l'aspect technologique, ça a peut-être pu en rebuter certains. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Hein. J'ai vraiment l'étoile naturelle, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Alors dans le chat, 164 votes, vous êtes 76% à avoir préféré le côté naturel. Alors peut-être que la semaine prochaine, quand on fera, parce que spoiler, voilà, je vous le dis, on est 315, on est beaucoup. La semaine prochaine,
live Spider-Man, retour sur les Amazing. Voilà. Voilà, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Il nous reste 3 semaines avant No Way Home. Cette semaine, on parle de Sam Raimi. La semaine prochaine, on parlera des Amazing. La semaine d'après, on fera les dernières théories pour No Way Home. Et après, on verra No Way Home. Je préfère le faire en live parce que ça m'intéresse pas de le faire en vidéo. Puis au moins, on peut beaucoup plus discuter. Donc comme quoi, tu vois, Lilia, que penses-tu du Electro de Jamie Foxx? J'aime bien. Je trouve que le personnage était intéressant. C'est surtout l'entité de The Amazing Spider-Man 2 que je trouve cool. Tout ça, on en parlera évidemment la semaine prochaine. Le côté naturel permet d'aller avec le côté malédiction que peut ressentir Peter dans les 3 films. Aussi, oui. Aussi parce que c'est un pouvoir qu'il a qui est inéluctable. Et ce qui est encore plus dramatique finalement avec le Spidey, c'est que quand tu dis par exemple le côté malédiction, c'est aussi quand il perd ses pouvoirs. Ça, c'est quelque chose qui est quand même vachement important dans le 2. Avec son « ça va faire mal ! Ça va faire mal !» Et puis il tombe « oh putain, ça fait mal !» C'est génial. Alors d'ailleurs, on va pas se mentir, Spider-Man... On le regarde en VF, on est tous d'accord. On est tous d'accord qu'on le regarde en VF, on le regarde... Enfin, faut aussi le regarder en VO, je dis pas ça pour être... Mais je dis ça parce que la VF, elle est magnifique. La VF de Spider-Man, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Ah, ça, moi, je le regarde en VF. Je le regarde systématiquement en VF. Tu grandis avec la VF. Damien Whittaker, il est fabuleux dedans. Ça va faire mal, ça va faire mal. Moi, je trouve que c'est super. Je trouve que c'est super. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. En général, tu le sors en français. Pizza Time. Ah, le Pizza Time, ouais. Le Pizza Time, à la rigueur, il rend mieux que Pizza Minute. Mais je vous assure que le Pizza Minute m'a toujours fait marrer, moi. Pizza Minute. C'est vraiment, tu vois, le genre de phrase et tout que je trouve trop drôle. Et ouais, c'est un attachement personnel, moi, la voix française. Évidemment, faut le regarder. C'était une blague, hein, faut le regarder en VO et en VF. Mais moi, j'ai toujours été hyper attaché à la VF dans les films de Sam Raimi. Les phrases de Jamison en VF. Ah ouais, non, mais bien sûr. Bien sûr. De la dinde. Je vous offrirai une belle dinde pour Noël. En attendant, je ne peux rien faire de mieux. Rapportez-moi d'autres photos. Ah, mais c'est super. Ah, il en sort une autre. Vous payez pour quoi? Pour respirer? Non, mais vous êtes viré. Attendez, on en a un qui a un problème. D'accord, vous êtes déviré. Revenez. Mon photographe... Ah putain, cette phrase-là aussi. Mon photographe mondain s'est assommé avec une balle de golf. J'ai pas trop le choix. Demain au planétarium à 18h. Il est génial. Jonah Jameson, il est fabuleux. Mais ça, c'est un truc qui a réussi à créer l'ensemble des 3 Spider-Man. Que ce soit le premier avec très terre à terre. Le premier est peut-être limite encore plus froid que les 2 autres, je trouve. Parce qu'il y a plus d'humour dans le 2. Alors encore plus dans le 3. Mais il y a plus d'humour dans le 2 et dans le 3 que dans le premier. Le premier, je le trouve vraiment froid. Il y a de temps en temps des phases humoristiques. Mais ça va beaucoup jouer autour du personnage de Willem Dafoe. Vraiment toute cette déchéance humaine qui va l'amener justement à devenir le bouffon vert. Ça, moi, je trouve que c'est hyper, hyper fort. Mais la grande puissance aussi des films Spider-Man de Sam Raimi, qu'on retrouve pas forcément dans les autres, c'est comment dire, la puissance de son casting secondaire. Son cast secondaire, que ce soit Harry, que ce soit MJ. Alors, Gwen Stacy était particulièrement pertinente aussi dans les Amazing, mais quand même, t'avais un statut au niveau des antagonistes qui était hyper puissant. Et puis derrière, de toute façon, t'arrivais sur des symboliques avec J. Jonah Jameson, qui est un des personnages les plus cultes du cinéma, alors qu'il est qu'antagoniste. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on le remarquera après dans le 2 et surtout dans le 3, J. Jonah Jameson, ça devient un personnage à lui seul. C'est-à-dire qu'au début... C'était quand même beaucoup ancré dans de l'humour, dans des petites séquences, dans des petites phases. Tu le vois bien dans le 3e, notamment dans la séquence où tout le monde est en train de s'affronter à la fin, et que t'as Jameson qui essaie de prendre une photo et que la gamine lui dit « Ah non, 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 mais si tu veux les pellicules, c'est une rallonge. » Parce que le mec, il se retrouve avec un appareil jetable. Tu le sais, que Sam Raimi, il a compris que J. Jonah Jameson, c'était devenu vraiment l'un des fers de lance de sa trilogie. Et c'est super. C'est super qu'il ait réussi à faire ça, parce que clairement, J.K. Simmons, c'est l'un des rôles de sa carrière, alors que c'est qu'un personnage secondaire. C'est un personnage culte dans l'univers des comics, mais là, pour le coup, clairement, c'est fort, hein. Et merci beaucoup, Célien, pour le don. Merci beaucoup, très généreux, ça fait plaisir. Tu parleras de la musique, le générique d'intro d'Elfman, ça a été une claque pour moi. On en parlera, bah on l'a même mis au début du live, la musique de Danny Elfman. Pareil, en termes de bande-son, voilà, les trois Spider-Man sont absolument hors normes avec le Hoffman. Hoffman avec le, bah pareil, dans le 3e, avec les pilules, là. Prenez celle-là. Non, c'est pas celle-là. Oui, non. Votre femme vous a appelé. Enfin, tu vois, le truc avec sa femme, J.K. Simmons, c'est génial. Non, la musique est top. La musique des Spidey, c'est quand même quelque chose.
Je regarde Le Don d'Arizona, Sam Raimi est un visionnaire, Doctor Strange, déjà pris. Ouais, ça aussi, c'est vachement bien. Parce qu'à l'époque, il peut pas le savoir. Doctor Strange, ah ça c'est mieux, mais c'est pris. Attendez, j'ai trouvé. Docteur Octopus. Voilà, c'est des petites références, mais des petites références qui sont hyper subtiles. Et puis alors, voilà, dans le sens visionnaire, oui, aujourd'hui, effectivement, quand tu sais que Doctor Strange amène le multivers, c'est très drôle. Il le savait pas à l'époque, mais c'était quand même hyper drôle de notifier ça. La musique, non, oui, pour revenir là-dessus, Danny Elfman, en fait, toutes les compositions qu'il fait, elles sont hyper iconiques, quoi. Je veux dire, on peut parler de la musique, effectivement, de Spidey, la musique officielle de Spider-Man. Mais clairement, quand tu écoutes le thème, les différents thèmes qu'il propose pour tous les autres personnages, c'est fabuleux. Le thème de MJ, moi, je le trouve hyper poétique. C'est pas l'un des plus connus, mais je l'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il est très froid, très new-yorkais. C'est un thème qui fait très new-yorkais, très ambiance hivernale new-yorkaise. Alors je sais pas si c'est le thème de MJ, mais la plupart du temps, quand les deux sont en train de discuter, il y a souvent un thème qui revient. Et puis, bah évidemment, t'as le thème principal d'Octopus, c'est celui du Bouffon Vert. Celui du Bouffon Vert, d'ailleurs, qui est un thème qui revient ensuite avec Harry dans le troisième, et qui est légèrement, subtilement refaçonné quand Harry devient protagoniste, c'est-à-dire qu'il quitte son enveloppe de vilain pour aider Peter Parker à la fin du combat. C'est bien vu, c'est bien vu. C'est du vrai travail, c'est du vrai travail. Et la BO est folle. La BO est vraiment folle. Merci beaucoup. Oh, Félix, il est en jambes ce soir. Pour le don, Jameson face au bouffon. Où est le photographe qui prend les photos de Spider-Man? Je sais pas qui c'est, il nous les envoie par la poste. Ah ben elle est géniale celle. Laisse faire un petit peu papa et maman, d'accord? Fais dodo. Mais tu le connais. C'est un film que tu connais par cœur. C'est aussi, enfin c'est con à dire, mais la trilogie de Sam Raimi, aujourd'hui, je pense qu'elle, au-delà de ce qu'on a déjà dit jusque maintenant, d'un point de vue purement filmique où c'est brillant, parce que pour moi le 2 c'est vraiment le réal qui se fait plaisir, le 3 c'est le réal qui se lâche, le premier c'est l'archétype du film réussi dans ce qu'il essaie de démontrer en tant qu'origin story de personnage. Il n'y a pas beaucoup de films aujourd'hui qui ont été capables de faire aussi bien dans l'introduction d'un super-héros. Vraiment, l'origin story, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd un petit peu. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à aller chercher les films suivants pour vraiment se mettre en jambes. Là, c'est parfait tout de suite avec le Bouffon Vert. Et c'est relativement rare. On peut en compter énormément des longs métrages d'introduction qui sont passés à côté. Il y en a d'autres, il y en a d'autres. Il y a Batman Begins du côté de DC qui pour moi est très bon. Les Gardiens de la Galaxie, c'est difficile de faire mieux à ce niveau-là aussi. Comme quoi, même dans le MCU, il y a de bonnes choses. Je trouve que dans l'introduction de protagonistes, Les Éternels fait un travail pas dégueu. Pour être allé le voir récemment, on peut pas lui reprocher que c'est un film qui vraiment prend son temps d'introduire des personnages et c'est plutôt bien fait. Et voilà, c'est aussi ça. Au-delà de filmiquement tout ce qu'il a réussi à faire, Spidey, ça a un impact nostalgique qui est énorme. Je sais pas quel âge vous avez dans le chat, évidemment, on est 340, donc je suppose que c'est un peu beaucoup pour vous demander tous votre âge en file indienne. Mais clairement, moi j'ai 28 ans, en 2002 j'en avais 9, oui je suis bon en maths, vous avez vu, c'est arrivé très rapidement. Tous les gens de cette génération-là, je pense même des gens qui ont fait 5-6 ans, donc tu peux compter 4-5 ans de moins, si t'as 22-23 ans aujourd'hui, jusqu'à 28, 30, 35, 40, puisqu'après t'as pu les découvrir autrement, c'est générationnel. C'est un film ultra générationnel. Et ce qui montre d'autant plus que le film est réussi, c'est que là, je vois par exemple dans le chat beaucoup de jeunes, 18, 19, etc. Pourtant, vous êtes là dans le chat parce qu'à mon avis, c'est une trilogie qui vous a marqué. Donc, il y a un côté générationnel qui fait face aussi à un côté nostalgique. Ça nous parle à nous, mais ça parle aussi à d'autres, puisqu'il a été capable de se propager. Là où je ne pense pas que le Amazing Spider-Man ait eu la même propagation. Je pense que pour quelqu'un qui entre guillemets, qui est pile de la bonne génération quand le premier Amazing est sorti, je pense pas que le premier Amazing Spider-Man laissera un impact aussi fort que ceux de Sam Raimi ont laissé un impact sur les gens de ma génération. En tout cas, je pense pas. Merci beaucoup Juju pour le don encore. La corruption du costume noir et le thème musical, pareil, le costume noir de Spider-Man est vraiment très bon. On reparlera après dans Spider-Man 3 du cas Venom, parce qu'aujourd'hui Venom est
évidemment réhabilité après la purge qu'a été les films de Tom Hardy, mais s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas nier, c'est qu'effectivement, le costume de Spider-Man, son costume noir, c'est un costume qui est devenu emblématique. Moi, je trouve qu'il a une classe quand même qui est assez forte. Et dans No Way Home, j'ai hâte de savoir ce qu'ils en ont fait d'ailleurs, de ce costume-là, qui en est indifférent, mais qui a ce côté black également. Merci beaucoup Ragnarsson pour le don et dire que maintenant on se tape Tom Holland, désolé mais moi je peux pas le blairer. Tom Holland c'est particulier parce que Tom Holland en fait je pense qu'il est un petit peu prisonnier de ses longs métrages. Pour moi dans les nouveaux Spider-Man le problème c'est pas Tom Holland. Parce que Tom Holland, la relation qu'il a avec Robert Downey Jr., elle est bien. Ça match vraiment bien hein, entre les deux comédiens, cette relation père-fils spirituelle. Euh, Tom Holland qui fait des vannes, qui est aussi assez représentatif du côté high-tech, oui, globalement ça marche. Le problème de Tom Holland, c'est qu'il est prisonnier de films qui sont nuls. Homecoming, c'est nul. Il y a rien là-dedans, hein. Même le vautour, enfin je veux dire, t'as le vautour et t'as Michael Keaton, je trouve que là, pour le coup, c'est vraiment extrêmement pauvre ce qu'on propose avec eux. A contrario de ce qu'on parle actuellement, c'est-à-dire le Bouffon Vert ou Docteur Octopus où c'est le jour et la nuit. Visuellement, il y a rien. C'est une belle carte postale avec des beaux effets spéciaux, etc. Mais globalement, t'as rien à récupérer de ce film-là, filmiquement, d'un point de vue de mise en scène ou vraiment d'un point de vue d'enrichissement culturel, etc. Il n'y a pas grand-chose à savourer. Keaton fait le métier, Mathéus. Je suis entièrement d'accord, mais bon, enfin, t'as un acteur comme ça, tu lui proposes juste ça, c'est consternant. Je veux dire, il mérite 10 fois plus que ça. J'espère que dans Morbius, on lui proposera plus. Donc Homecoming, je le trouve très mauvais. Far From Home, dans le deuil de Peter Parker vis-à-vis d'Iron Man, je trouve que c'est assez émouvant, il y a des séquences qui sont sympas. Rentrant d'ACDC avec Tom Holland qui va faire de l'high-tech, pour moi ça match. Et puis t'as Jake Gyllenhaal. Donc Jake Gyllenhaal, il fait le métier en Mysterio. Oui, Jake Gyllenhaal, il est bon en Mysterio. Mais sinon, c'est la même merde. C'est la même merde, mais déplacée. En fait, juste t'es plus à New York, mais maintenant t'es un petit peu partout au sein de l'Europe. Mais sinon, c'est la même chose. Ouais, globalement, ça, c'est plus divertissant et satisfaisant que le premier opus. Mais filmiquement, moi, vous le savez, quand j'avais fait mon live Marvel, j'en avais parlé la dernière fois, je suis attaché à des propositions filmiques, qu'on montre quelque chose en termes de photos, d'ambiance, d'imagerie, de rapport à la société, de rapport à l'être humain, toutes les thématiques qui sont dans les 3 premiers Spidey. Ah bah dans Homecoming et Far From Home, t'en es très 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 loin, hein. T'en es très loin. Donc, Tom Holland, pour moi, c'est même pas le problème. C'est juste qu'il est piégé dans une... En fait, ce qui est triste, c'est qu'il est piégé dans une saga qui est pas bonne, et il s'est auto-piégé dans un rôle qui va le suivre pendant 30 ans, je pense, maintenant. Tom Holland, ce sera Peter Parker pendant 30 ans. Et c'est dommage. Ah non, mais après, Brosnan, moi, c'est que mon avis, hein, et je crache pas sur le MCU, parce que j'ai vu des gens, avant même que je commence le live, qui disent « Ah bah moi, je vais pas rester, parce qu'à tous les coups, ça va cracher sur le MCU. » Je vous ai dit des côtés positifs, hein, j'aime bien Jake Gyllenhaal, j'aimais beaucoup la relation Tom Holland-Robert Downey Jr. Maintenant, ça reste filmiquement très 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 faible, hein. La scène des illusions... Oui, oui, cette scène-là est plutôt pas mal, parce que ça essaie de développer un truc, mais c'est aussi rapproché, pour moi, à Iron Man. Sinon, derrière, c'est... Ouais, tu retires Mysterio et Iron Man, t'as pas grand-chose, quoi. C'est... Non, ouais, moi je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. De toute façon, pour moi, Spidey, ça fait que ça, hein. C'est-à-dire, Tobey, Andrew, enfin, les films de Tobey, les films d'Andrew et le reste. Les Éternels, merci Jix pour le don. Ah ben, j'en ai fait la critique récemment, d'ailleurs. Vous étiez beaucoup à me le demander. Pas si mal. Allez, c'est vrai que ça propose quelque chose. Ça trouve vite ses limites. Ça les trouve très vite, je trouve, mais on peut pas nier que ça reste plus ou moins dans le haut du panier. Merci Arizona pour le don, j'en parlerai la semaine prochaine. Le Amazing Spider-Man m'a plus marqué que Sam Raimi. Bah, je serais curieux de savoir pourquoi, Arizona, on en parlera avec plaisir la semaine pro. Mais oui, non, après, je pense que ça peut être le cas aussi. Je dis ça, c'est d'un point de vue... d'un point de vue pronostic, hein, que je vous dis qu'à mon avis, je pense qu'on a moins de chances de grandir avec le Amazing qu'avec les autres. Ça ne retire rien au travail qui est très 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 bon d'Andrew Garfield. Je vais vous dire, j'ai eu l'ami Aurel Zweig au téléphone il y a pas longtemps, et je lui ai dit, moi je pense que dans No Way Home, et vous me direz ce que vous en pensez dans le chat, il faut qu'Andrew Garfield arrive en premier. Parce que Andrew Garfield n'a pas eu l'aura de Tobey Maguire. Ne nous voilons pas la face. Aujourd'hui, quand tu regardes Spider-Man, No Way Home, qui a été mis en avant? Octopus. Qui ensuite a été mis en avant? Bouffon Vert. Trilogie Sam Raimi. Quel est le Spider-Man qu'on a envie de revoir impérativement dans No Way Home? Tobey Maguire.
Parce que les films d'Andrew Garfield n'ont jamais été capables de dépasser ce stade-là. Les films d'Andrew Garfield, ils n'ont jamais été capables d'instituer ce qu'a institué Sam Raimi. Et malheureusement, Andrew Garfield, il faut qu'il arrive en premier pour laisser le main event. Et le main event, c'est Tobey. C'est Tobey. Je pense, à mon avis, je vais faire un sondage, tiens, parce que ça peut être intéressant. Je marque qui, et vous me dites lequel vous préférez. Et honnêtement, répondez très, très sincèrement. Hein. N'êtes pas influencé par ce que je dis. Mais qui préférez-vous, enfin, qui avez-vous le plus hâte de retrouver s'ils y sont? S'ils y sont, dans No Way Home. Entre Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et comme le dit Cyril, oui, effectivement, les Amazing Spider-Man, je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de véritablement bon vilain. Le lézard, c'était très médiocre. Derrière, le 2 s'est fait descendre, alors que pour le coup, la proposition d'Indian en bouffon vert était plutôt bonne. Electro, pareil, moi je trouve que la proposition était sympa, mais pas assez emblématique. Bien moins emblématique et bien moins culte que ce que l'avaient fait les autres. Et indiscutablement. Indiscutablement. Alors j'en étais où? Merci beaucoup encore Félix pour le don. Le seul film où Tom Holland a bien été dirigé, c'est The Impossible de Bayona. La raison, il a un grand réal et une vraie proposition. Ça, après, oui, il n'est pas Bayona qui veut, hein, je veux dire, ça c'est une évidence. Tom Holland, c'est un mec qui a des qualités d'acteur. C'est indéniable, il a des qualités en tant que comédien. J'ai peur qu'il s'enferme toujours dans le même rôle. J'ai peur, très peur d'Uncharted. Pour refermer la parenthèse avant de revenir sur les Spider-Man, j'ai peur d'Uncharted. Parce que je pense que ça peut pas sonner le glas d'une carrière, parce qu'il a encore maintes et maintes choses à faire, je pense, mais ça peut peut-être sonner le glas du « Eh ben écoute, bon courage pour te sortir de ça ». Parce que Tom Holland, il a quand même... oui, il a 25 ans. Bon, il a 20... Je compare souvent, moi, en fait, ces acteurs-là qui se découvrent pas forcément sur le tard, mais pas forcément tout jeune non plus. Par exemple, avec des mecs comme Shia LaBeouf. Je regardais un petit peu par rapport à l'âge qu'avait Shia LaBeouf dans Transformers, à l'époque où on s'est dit, Disney fit Transformers, qu'est-ce que tu vas faire après? Tout ce que je souhaite à Tom Holland, moi, c'est une carrière à la Shia LaBeouf derrière. Est-ce que Tom Holland a le niveau d'acteur de Shia LaBeouf? Absolument pas! Absolument pas! Et ça, on le voyait déjà quand il avait 25 ans, hein, Shia LaBeouf. C'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le même standing. On n'est pas du tout dans le même standing. Maintenant, moi, j'attends une seule chose. J'attends une seule chose, c'est que Tom Holland me prouve le contraire. J'attends vraiment qu'il me prouve le contraire. Moi, je suis curieux de l'après. Très clairement, le Tom Holland, Uncharted, Spidey, etc. Bon, c'est bien, on l'a vu une fois, deux fois, trois fois, c'est cool. Maintenant, moi, je suis très curieux de savoir ce qu'il va offrir ensuite. Shia LaBeouf, ah bah avec tous ces démêlés avec la justice en ce moment, Shia LaBeouf, non, on va pas le revoir tout de suite. Je crois qu'il est sur un ou deux tournages quand même là en ce moment. Hein. Mais ce qu'il avait fait, Shia LaBeouf, alors après, Shia LaBeouf, il a 10 ans de plus. Hein. Donc faut lui laisser 10 ans d'expérience encore à Tom Holland, faut pas l'enterrer trop vite. Mais Shia, il a 35 ans. Voir ce qu'il faisait il y a 10 ans... Eh ben ouais, il avait déjà fait Des Hommes sans loi, quoi. Des Hommes sans loi, c'est vachement bien, il avait 25 ans à l'époque. Il avait déjà fait Wall Street. Il avait déjà fait Paranoïaque depuis longtemps, il avait joué dans Bobby. Il avait fait un parcours de légende, il avait fait Constantine. Je pense qu'il avait déjà pris un peu plus de risques, Shia LaBeouf. Alors après, c'est vrai que, voilà, on part sur le principe un petit peu d'enfant starounet, même si vous voyez qu'ils ont pas du tout la même configuration. Mais... Mais en tout cas, voilà, hein, après, Shia LaBeouf, il y en a d'autres, on pourrait en citer d'autres. Le Tom Holland de Le Diable tout le temps était vraiment cool, ça sortait un peu, effectivement. C'est pour ça que je dis que moi, je veux qu'il me donne tort. Je veux qu'il me donne tort. Pour moi, c'est ce que je disais, je suis d'accord, hein, Sunstrom, je râle pas, parce que je l'ai dit tout à l'heure, Tom Holland, c'est un bon comédien. Tom Holland, c'est un bon acteur, c'est un bon comédien qui, à mon avis, sera capable de se transcender. Il l'a déjà fait, notamment donc avec ce genre de long métrage. Alors, il y en a que j'ai pas vu, il y en a d'autres que j'ai vus. De Tom Holland, je vais regarder un petit peu sa carrière. Le Diable tout le temps a été sympa. J'avais vu... Alors, attendez... C'était... dans En Avant, il était cool aussi, mais En Avant, c'était un film d'animation. C'est Cherry que j'avais vu.
où pour le coup c'est vrai qu'il était pas mal, c'est Chaos Walking que je n'ai pas vu. Non bah finalement j'en ai vu pas mal, hein, parce que bah non, globalement sinon je les ai tous vus. Lost City of Z, de Lost City of Z, il était plutôt convaincant aussi dedans, hein, et pourtant ça remonte à 2017, donc il était jeune, il avait 20 ans à l'époque. Chaos Walking c'est le seul qui me manque, puisque j'ai vu Cherry le diable tout le temps, où là pour le coup c'est vrai qu'il élevait son niveau de jeu. C'est des films comme ça, moi, qui me permettent d'espérer à un moment donné voir un Tom Holland capable de me donner tort. Pas sur son talent, parce que ça reste un comédien qui, à mon avis, pourra prouver des choses, mais sur le fait qu'il sera embauché pour ce genre de registre, et qu'il aura l'opportunité de changer de registre. Merci encore Arizona pour le don. En tout cas, pour revenir sur notre sujet, quand même, les Spider-Man de Monsieur Sam Raimi, oui, effectivement, mon favori reste le deuxième. Pour tous les thèmes d'actualité qui sont proposés, là, les thèmes de société de l'actualité de l'époque, pour l'humour, un petit peu plus intéressant qu'à l'époque, mais qui quand même réussit à faire mouche, pour des personnages très très forts, pour un Docteur Octopus qui, je pense, est la représentation parfaite de l'antagoniste dans Spider-Man, puisque c'est aussi quelqu'un qui a des fêlures, pour un cinéaste et pour un réalisateur qui va vraiment être capable d'élever son niveau de jeu. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Sadie a un problème, c'est pour ça que je regarde depuis tout à l'heure. Sadie aurait un problème avec Grogu. Alors je vais poser Grogu là, parce qu'elle a juste voulu le faire tomber. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle en avait marre, elle lui a mis des coups de boule en mode « Non mais toi, je vais te virer. » Qu'est-ce qu'elle fait celle-là? Viens là. Ah, ma toute petite. C'est l'instant chaton. Avec mademoiselle Sadie Adler. Ma toute petite. Comment ça va? Allez, va-t'en, filoche. Alors, merci beaucoup Juju pour le don. Ce qui me fait peur avec No Way Home, c'est que Marvel décide de ridiculiser Toby et Andrew pour mettre Holland en avant. Puisqu'il est le mal-aimé des trois. Jamais de la vie. Ils misent beaucoup trop dessus. Ils misent beaucoup trop dessus. Jamais de la vie, ils prendront au ridicule Toby et Andrew Garfield. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils misent beaucoup trop là-dessus. Ils misent beaucoup trop sur la nostalgie. Ils se prendraient une tollée sinon. Ils se prendraient une tollée. Ça dit, c'est Moff Gideon. C'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu ça. Merci encore hein, pour le don. Donc voilà, moi le 2 est mon préféré. On va parler un petit peu du premier maintenant. Parce que le premier a quand même son lot de scènes cultes. Hein. Le combat de catch face à Macho Man Randy Savage, je crois. J'ai besoin de ces $3000. J'ai pas bien compris en quoi c'était mon problème. Ça reste quand même une scène assez grandiose. La scène de la transformation, je la trouve relativement pertinente. Et puis c'est toujours, voilà, Toby qui va se découvrir avec d'ailleurs... je crois une scène, la scène du plateau qu'ils ont tourné, je sais plus combien de fois pour la faire pour la faire de manière authentique. Cette fameuse scène où t'as, bon en fait t'aimes rien toi, tu veux tout faire tomber quoi. Les coffrets Breaking Bad, encore le Mandalorian, encore mon magazine sur Mandalorian. T'as un vrai problème avec Grogu toi. Voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça te vient, mais une vendetta contre Grogu, Mademoiselle Adler. Bon, si c'est juste pour jouer avec mon magazine, tu me diras, tu peux. Donc beaucoup de thématiques comme ça en jeu. Là, elle a cassé Breaking Bad. Oh, ça va, c'est des steelbooks. Non, c'est juste qu'elle veut s'attaquer à mon fascicule. Il est mignon ton costume. C'est ton mari qui te l'a offert. Ah, avec Randy Savage qui fait un saut peut-être d'environ 10 cm pour essayer d'aller le choper comme s'il avait une chance. Et puis beaucoup d'effets pratiques. C'est-à-dire qu'on parle aussi beaucoup du costume. Alors ça, c'est pareil. Je vais envoyer un petit sondage. Parce que j'ai vraiment pas... J'ai vraiment pas compris. Voilà, je vous pose une question. Le costume du bouffon vert, est-ce que vous le trouvez plutôt classe ou plutôt ignoble? Parce que pour beaucoup de gens, ça a été une immense surprise. Oh, moi, toute petite, ouais, elle est gentille, Célène. Ah, Célène, pour le coup, c'est vrai qu'elle elle est d'un calme qui frôle l'insolence. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est un costume à la Power Rangers. Et je me dis, ah ouais, parce que moi, je le trouve hyper classe. Il est flippant, effectivement, Florian, il est flippant quand t'es gamin. Il est quand même fait la plupart du temps, pas en CG, mais vraiment en costume pur. De la même manière que le costume de Spider-Man.
qui est, euh, qui est accessoirement l'un des plus beaux qui a été fait. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que le costume de Sam Raimi est le plus beau des trois Spider-Man. Et j'étais assez étonné de voir que finalement, beaucoup de gens n'avaient pas apprécié la proposition de Sam Raimi vis-à-vis du costume du Bouffon Vert. Alors là, on a 150 votes, 94%, c'est un plébiscite. Ça m'étonne, parce que je le trouve vraiment classe et effrayant, effectivement. C'est là aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport au premier opus Spider-Man. On a un long métrage qui réussit aussi à être effrayant, à proposer quelques phases d'effroi, notamment par cette mâchoire du Bouffon Vert, les yeux qu'on voit à travers les réticules jaunes. La scène aussi qui est vachement intéressante, c'est celle qu'il y a dans la maison en flammes, où visuellement c'est quand même assez bluffant. T'as déjà des propositions de CG et t'as déjà des propositions visuelles qu'on n'avait pas forcément beaucoup en 2002, qui commençaient un petit peu à être fait avec X-Men, encore une fois, Blade, etc. Que moi je trouvais plutôt pertinent aussi. Et c'est vrai que c'est pour ce que je disais tout à l'heure, une introduction hyper pertinente. C'est une introduction hyper pertinente et hyper prenante sur le personnage de Spider-Man, sur ses doutes, ses inquiétudes, son côté très has-been. C'est vrai que pour le coup, il est déjà particulièrement reclus, seul au monde, et puis comment dire, le bouffon, si j'ose dire, de son lycée ou de sa fac. Et alors que pour le coup, enfin, c'est un mec qui va se révéler par la suite. Et ce, au prix de tous les sacrifices. C'est moi qui ai fondé cette société. Philippe Herson Mac... attends, c'est ça, je crois. Philippe Herson Macarel. Attendez, je vais regarder ça. J'ai un doute sur le nom, sur le prénom. Éric Herson Macarel. Éric Herson Macarel, donc, qui fait la voix française du Bouffon Vert. Qui est absolument phénoménal. Et ça va être mortel. Ah non, mais il y a il y a beaucoup de répliques cultes aussi. Il y a beaucoup de répliques cultes. Mais, étant donné que c'est une origin story, étant donné que c'est un film d'introduction à un protagoniste, c'est vrai qu'on sent que Sam Raimi se lâche un peu moins que dans les deux suivants. Alors, beaucoup moins que dans le troisième, un petit peu moins que dans le deuxième opus, et pourtant ça match. Pourtant, ça match parce qu'il a compris l'essence de Spider-Man malgré tout, parce qu'il en a fait un Spider-Man peut-être un petit peu plus adulte, qui a des problèmes peut-être aussi un petit peu plus adultes, qui s'éloigne et qui sort des sentiers battus. Et moi, je trouve ça vachement cool. Je trouve ça vachement cool. Parce que c'est de la dramaturgie. C'est un drame. Au-delà d'être un film, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Mais au-delà d'être un long métrage qui va être un long métrage de super-héros, et qui garde ses codes et évidemment son cahier des charges de super-héros, c'est aussi un film dramatique. C'est aussi un drame presque, oui, d'auteur. Parce que Sam Raimi, il y apporte une patte de la même manière que Bryan Singer apportait une patte à X-Men. La bastonnade contre Flash, on l'a tous rêvé. Je veux pas me battre avec toi, je voudrais pas me battre contre moi non plus. Effectivement, effectivement. On se reverra à Spider-Man. Ouais, et puis il faut iconiser aussi, parce que là, on en parle comme si c'était quelque chose de facile. Mais je veux dire, il faut réussir en 2 heures, un petit peu moins, un petit peu plus, à iconiser un personnage. L'avantage, alors, pour vous donner deux cas de figure, parce que vous savez que je les aime beaucoup, je mettrais quand même un peu plus de louange chez un mec comme James Gunn, qui va être capable d'iconiser les gardiens. Il ne faut pas oublier que les Gardiens de la Galaxie, quand c'est sorti, moi le premier en 2014, on était 3/4 à ne pas savoir qui c'était du tout. Alors les acteurs, Chris Pratt, à moins que tu regardes un petit peu Parks and Rec ou que tu aies vu 2-3 longs métrages, tu sais pas qui c'est du tout. Zoé Saldana, bon, un petit peu plus, elle quand même. Batista, tu te dis, mais qu'est-ce qui vient branler là-dedans? Vin Diesel, il joue le rôle d'un arbre. Et Bradley Cooper, d'une petite peluche, là, d'un espèce de raton laveur géant. Ouais, d'accord. Donc ça, c'est les Gardiens de la Galaxie, très bien. Et en fait, James Gunn, il arrive, il te fait un space opéra qui a des relents d'heavy metal, donc Metal Hurlant, le magazine, mais aussi le film, beaucoup, qui a des relents de science-fiction superbes, qui a une photo extraordinaire, et surtout, qui s'iconise en tant que tel. C'est ça que je trouve hyper riche. Les Gardiens de la Galaxie, en fait, t'iconisent quelque chose de presque
non iconisable, tellement ça sort des sentiers battus. Sam Raimi, il prend quand même Spider-Man. C'est-à-dire que Spider-Man, à cette époque-là, t'avais quand même la série animée, t'avais les comics, donc t'avais une sacrée plus-value. C'était probablement... Alors, les X-Men avaient été faits 2 ans plus tôt, mais c'était probablement l'un des personnages qu'on attendait le plus de voir, enfin, au cinéma, puisque je crois que, me semble-t-il, Spider-Man, il y avait une série en live-action, mais dans les années 60-70, je sais plus, qui était un petit peu du même principe que la série Batman, hein, c'est-à-dire que c'était très second degré. Mais un vrai film live-action, là c'est vrai que Sam Raimi, il arrive avec ça. Tu sais déjà que t'as plus de chances d'iconiser ton personnage, mais d'un autre côté, faut pas te louper. Parce que là, tu parles juste de Spider-Man, qui est un monstre, un monument de l'univers geek. C'est ça qui réussit vraiment bien à faire avec le premier opus. Au-delà de toutes les répliques, parce que voilà, je vois plein de répliques dans le chat qui vous rappellent évidemment des souvenirs, c'est ça qui est hyper fort. Chaque phrase du bouffon vert est culte. Ah mais le remanier, la formule, le virer, vous croyez? Ah ouais, non mais toutes ces répliques-là, elles sont cultissimes. Elles sont cultissimes. À la fin, quand il se prend le planeur et puis qu'il regarde en mode... Oh. Vraiment juste ça, genre. Même ça, c'est genre... Ah bon? Ah ouais? Ne dis rien à Harry juste avant de s'effondrer. Même ça, en fait. La dramaturgie... La dramaturgie autour de Willem Dafoe, elle est géniale. Parce que Willem Dafoe, on peut se poser la question... C'est quelqu'un d'assez arrogant, tu sens que c'est quelqu'un d'assez prétentieux, quelqu'un qui a une immense confiance en lui. Est-ce que, avant de faire sa création, est-ce que c'est pour autant un antagoniste? On peut se poser 2 types de questions différentes. Je suis pas convaincu que Norman Osborn, dans sa version film et même ailleurs, soit foncièrement quelqu'un de bien. L'appât du gain, le grand gérant d'entreprise, tu le vois de toute façon, alors c'est après, hein, il a déjà eu contact avec ce qui s'injecte, mais quand il parle à Harry en disant « fais ce que t'as à faire avec MJ et puis du balai, t'en as rien à foutre de cette nana-là, tu vaux mieux que ça », il en a rien à foutre de son gamin, on voit que c'est un père qui est totalement absent. Non, effectivement, Norman Osborn, c'est pas quelqu'un de bien. Et c'est presque l'un des rares avec Topper Grace, donc le photographe, c'est vraiment pour moi les deux qui n'ont aucune presque once d'humanité. On le voit avec Octopus, lui il en a, et même l'homme sable par rapport à la semi-rédemption qu'il va avoir à la fin du film, on peut le mettre autre chose aussi, parce qu'il a une belle... il a un pardon. Alors que t'as pas spécialement de pardon avec les autres. La seule chose qu'essaie de faire Norman Osborn à la fin, c'est de duper finalement Parker pour le flinguer. Donc Willem Dafoe, il a vraiment cette attitude... il a vraiment cette attitude d'antagoniste pur, mais il a aussi un côté dramatique. Il a une descente aux enfers. Il a un truc presque pitoyable, mais dans le sens noble du terme. C'est-à-dire que t'as presque de la peine, t'as de la pitié pour lui quand tu vois ce qu'il est devenu. Parce que tu sais jamais vraiment sur quel pied danser. Moi, il y a des scènes qui me marquent et qui me parlent vraiment dans le premier. C'est notamment une où on va le voir allongé sur le sol en sueur. Je sais pas si celle-là vous vous en souvenez, où il est limite en train de ramper ou à 4 pattes, tu vois. Je sais plus s'il avance vers le miroir ou s'il recule. C'est pas vers le miroir, c'est vers le masque. Et le masque lui parle en même temps. Quand tu te dis qu'en fait il a tout dans la tête et que c'est de la schizophrénie, enfin c'est génial. C'est génial en termes de mise en scène. La mise en scène de la scène où il parle au miroir, faire ça en tant qu'acteur. Willem Dafoe est bien plus puissant en tant qu'acteur que tous les autres méchants. Docteur Octopus, c'est encore autre chose, parce qu'il arrive dans un film qui, pour moi, est le mieux travaillé, j'en ai parlé tout à l'heure, et le plus fort, émotionnellement, et dans la richesse de tout ce qu'est le film. Mais putain, Willem Dafoe, quel vilain. Quel vilain. Et on le voit avec No Way Home. On le voit avec No Way Home, dans le sens où c'est pas anodin si, et moi j'en avais parlé à Aurel, il était plutôt d'accord, vous allez me dire ce que vous en pensez dans le chat, je suis pas convaincu, moi, qu'Octopus sera foncièrement un méchant. Je pense qu'ils l'ont récupéré et qu'il sera là dans la première partie, dans la moitié du film, pour inclure les véritables vilains. Et les véritables vilains, ce sera Electro. Alors bon, après No Way Home, à mon avis, on sera pas à une incohérence près. L'homme sable, et le lézard, et le bouffon vert. Et possiblement que le bouffon vert sera l'antagoniste principal majeur, le plus puissant, puisqu'on voit déjà qu'il a plus ou moins 2 costumes. Donc Docteur Octopus, si dans No Way Home on se rend compte que finalement, c'est pas forcément c'est pas forcément un pur antagoniste, ça ne m'étonnerait pas dans le sens où ça ne l'était pas dans le 2, de la même manière que l'homme Sam ne l'était pas dans le 3.
Moi, il y a que Venom et le Bouffon Vert que je vois antagoniste pur. Même quand on a le New Goblin, donc le Young Goblin, donc le Bouffon Vert de James Franco, pareil, hein. Pour moi, le Bouffon Vert de James Franco n'est pas particulièrement un antagoniste. C'est un homme avant tout qui est complètement meurtri, qui se rend compte que son meilleur ami a tué son père. Il y a aussi ça, hein. Ça, c'est des thématiques qui sont là dans les trois, mais le rapport au père est hyper important. J'ai loupé un don, je crois. Je vais revenir, je vais continuer après. Merci beaucoup Ragnarsson pour le don. La scène dans l'immeuble en feu est super bien aussi. Ouais, on en a parlé. Ouais, celle-là est top en termes de mise en scène et de cadrage. C'est vrai que celle-là est vraiment bien. Et puis il y a certains visuels aussi, notamment cette fameuse scène où je crois que c'est le Bouffon Vert qui lui envoie des tas de lames et puis tu vois, t'as vraiment des jeux de caméra sur une chorégraphie de combat qui est assez superbe. Le rapport au père est hyper important. Parce que, en fait, le rapport au père, il sera là dans plusieurs configurations. Tu vas avoir Peter Parker qui a un rapport au père avec Norman, quand même, malgré tout, père spirituel. T'as le mentor, le véritable père qui est Ben Parker, notamment la dernière phrase. Hein. J'avais déjà un père, il s'appelait Ben Parker, issu d'un enfant qui n'a pas connu ses parents. On a James Franco qui, lui, n'a juste, n'a pas de mère et a été complètement bridé par son père. Donc du coup, forcément, lui, pareil, hein, il se considère limite pas orphelin, mais il se considère sans père parce que c'est une plaie pour lui. Et il va se rendre compte que son meilleur ami tue son père. Et lui, du coup, va essayer de retrouver un petit peu l'amour de son père, ou en tout cas la compassion de son père, par rapport justement à quelqu'un qui est pourtant mort. Et en termes de dramaturgie, moi je trouve ça hyper fascinant parce que c'est des thématiques vraiment de drame presque théâtral. Hein. C'est sur pas mal de configurations différentes. Je trouve qu'il y a un côté très pièce de théâtre, très shakespearien dans la mort, la souffrance, la solitude. Ça, c'est des choses qu'on voit dès le premier. Dafoe fait vraiment penser au Joker de Nicholson. En beaucoup moins burlesque. Beaucoup plus flippant. Beaucoup plus flippant et beaucoup moins cartoon pour le coup. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais beaucoup moins... Ouais, en plus réaliste, plus froid, plus glacial, plus dangereux encore. Et pourtant, Nicholson était phénoménal, hein. Je n'ai jamais compris pourquoi Peter ne lui dit jamais la vérité dans le 2 concernant son père, ça aurait évité bien des merdes dans le troisième opus. Après, on peut être aussi, comment dire, on n'est pas à l'abri de quelques incohérences, et puis peut-être que Peter, dans sa situation, il pouvait pas gérer que ça non plus, quoi. Willem a le défaut de ses qualités. Excellent, elle est validée. Je viens d'avoir la VAR, je viens d'avoir Maître Nadjar au téléphone, il me valide la blague. Il fait plus penser au Joker de Nolan. Il fait penser au Joker, dans tous les cas. Hein. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'après ce rôle-là, beaucoup de gens ont voulu Willem Dafoe comme acteur pour le Joker. Parce que c'est vrai qu'il est complètement dingue. Puis il a le visage de... Il a la tronche de l'emploi, hein, lui, de toute façon. Le combat Harry et Peter est sympa, mais leur amitié a été brisée assez facilement, où Peter aurait pu insister un peu plus. Ça après, ouais, faudrait voir par rapport à l'ensemble des scénarios qui avaient été proposés peut-être pour le troisième. Comme je sais qu'il y avait pas mal de choses qui étaient censées ne pas se dérouler comme ça, on peut pas trop savoir. Mais c'est top, c'est top. Tu n'as pas trop chaud en blouson chez toi? Non, moi, depuis le retour de Jurassic World Evolution, je ne jure, mon cher Ivan, que par Jeff Goldblum. Je suis donc obligé, mais il est tout fin, et techniquement ça caille chez moi. Donc j'allie le Goldblumesque à l'agréable. Comment ça va mon Ivan? Un fan dans l'éternel de Superman peut-être. De Spider-Man c'est sûr. S'il y en a bien un qui connaît l'univers de Spidey d'ailleurs, c'est ce bon vieux Iman Martin. Jurassic World 3, j'ai toi. Est-ce que t'as regardé le prologue? Et si oui, pourquoi c'est la meilleure chose que t'as vue cette année? Alors pourquoi le prologue est la meilleure chose que t'as vue cette année, Ivan? Parce que je le sais déjà. Tu connais SOS Fantôme, Valou, juste comme ça? Ah oui, bien sûr, j'ai les deux steelbooks qui sont derrière, et il y a la critique d'SOS Fantôme, l'héritage, qui arrivera la semaine prochaine. Que j'ai déjà vu, que j'ai déjà tourné, que j'ai pas encore monté, et qui sortira la semaine pro. Donc pour le premier, je pense qu'on a aussi pas mal fait le tour sur le côté origin story, sur le côté dramatique, etc. C'est vrai qu'il y a des scènes hyper pertinentes. Résultat des courses,
On va donc pouvoir maintenant... bah écoutez... Mais là, on va parler de Spider-Man 3, un film un peu malade. Forcément, le vilain petit canard, entre guillemets, bah, pour le traitement de Venom, qui est certes beaucoup plus proche du Venom des comics que la nouvelle version, mais qui aurait mérité d'être beaucoup plus grandiloquent. Maintenant, effectivement, comme on le disait, je crois, dans le chat, eh ben, c'est pas... Venom n'est pas un vilain particulièrement apprécié par Sam Raimi, et bah, dans la mesure où il n'a pas été particulièrement apprécié par Sam Raimi, malheureusement, il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu, il y a pas eu de suite, enfin, il n'y a pas eu vraiment de beaucoup, beaucoup de travail à ce sujet-là. Euh, mais euh, mais c'est un film un petit peu malade. C'est un film qui a pas mal de, de petits soucis dans le scénario, dans la mise en scène. C'est un film qui a un petit peu haché. C'est un film qui a un petit peu rushé sur la dramaturgie de ses personnages, etc. Mais qui est dans la veine, en fait, de la continuité de la trilogie. Un petit peu plus d'humour. On va toujours chercher du drame. Mais on est un petit peu plus dans le divertissement. C'est-à-dire que tout le côté plus intelligent, plus humain, plus auteur, je trouve, des deux premiers, on l'a moins dans le troisième. Le troisième, on a beaucoup plus d'action, on a beaucoup plus de vilains. Voilà, il fallait t'as un petit peu cette sensation qu'il fallait en mettre énormément, sans forcément se soucier derrière de la dramaturgie des personnages. Là, pour le coup, la dramaturgie des personnages joue essentiellement autour d'Harry, donc de James Franco, qui va jouer un petit peu le mind game avec Peter Parker tout le long. Peter Parker qui est toujours en train de se chercher, etc. Le 3 aurait été excellent s'il avait duré plus de 3 heures. Ouais, c'est ce que tu disais, je sais plus qui l'avait dit, mais je crois bien que c'était toi. Voilà, ouais, en version Director's Cut à la Zack Snyder. C'est vrai que si on avait eu une version entre guillemets Director's Cut, donc la vraie version de Sam Raimi plus longue, il y a peut-être des couacs qui auraient pu être résolus. Maintenant, le troisième a lui aussi son lot de scènes cultes. Littéralement. Le troisième a lui aussi son lot de scènes cultes. Après, cette scène de danse permet de voir que Peter, avec son costume noir et le symbiote, est totalement libéré du regard des gens et a pleinement confiance en lui. Ah, mais moi j'adore, mais exactement. Exactement, moi j'adore. Moi, tout le passage. En plus, ce qui est intéressant avec le costume noir de Parker, c'est qu'il va le faire sur plusieurs configurations différentes. Tu auras une première configuration où tu vas voir que globalement, euh, bah, on va passer sur de l'incompréhension. Après, il va se sentir bien. Il y aura de la violence. Il y a des choses violentes. Le combat qu'il y a avec James Franco chez Norman, enfin chez Harry Osborn, il est extrêmement violent. Tu vois un Spider-Man qui n'hésite pas à balancer quand même une bombe sur la tronche de son pote en se barrant en mode allez vas-y, t'aurais dû rester chez ta daronne. T'as derrière donc la la surconfiance en soi, ce qui va se passer avec Gwen Stacy, tout le show qu'il va faire autour de Mary Jane, qui est quand même hyper violent, hein, je veux dire psychologiquement pour elle, parce que nous on est là, on voit Tobey Maguire, on voit Peter Parker danser en mode piano jazz, on se dit putain, musical, burlesque, mais derrière pour elle, il y a tout le côté dramatique qui en ressort, et puis derrière, il va y avoir l'acceptation, la confrontation, retirer ça, et je trouve que la scène, en termes de photographie, on n'a pas beaucoup parlé de la photo, enfin de la mise en scène, oui, mais de la photo moins. Au niveau de la photo, autant je trouve que les trois font le métier dans leur colorimétrie et dans le grain qu'il est capable de donner, autant je trouve que le troisième, en termes de photo, c'est un des plus riches. C'est un des plus riches parce que la scène de l'église, avec une photographie extrêmement sombre, presque un petit peu bleutée, grisâtre, très gothique, il arrive à mettre du gothique. Avec la musique, avec les cloches qui commencent à sonner, puis Topper Grace qui est en bas, puis qui va avoir tout Venom qui va lui tomber dessus et tout, cette scène-là, elle est hyper puissante. C'est ça qui est vachement intéressant, en fait, dans Spider-Man 3, c'est que de temps à autre, t'as quand même, de temps en temps, des coups d'éclat, quoi. T'as des vrais coups d'éclat qui arrivent où tu te dis, ah ouais, non, mais en fait, putain, il fait pas semblant, genre, c'est bon ce qu'il nous donne, là. En termes de mise en scène. Que penses-tu de cette version de Venom qui a été trop, à mon avis, injustement critiquée? Alors, d'un point de vue visuel, en fait, il faudrait faire un mix entre le nouveau et l'ancien. Je trouve que le costume est plus joli avec l'araignée, mais il n'est pas assez effrayant, il n'est pas assez imposant, il n'est pas assez puissant. Il est à taille humaine. Et Venom, il aurait fallu l'agrandir, vraiment le rendre encore plus... euh,
symbiotique, encore plus malfaisant, malaisant, tu vois, glauque. Maintenant, sur le fond, dans l'entité même de comment on se sert du symbiote et de comment on se sert de Venom, bah, c'est largement mieux. Et oui, il n'y a pas trop matière à la critique. Je trouve que le Venom... Alors, c'est vrai que il est très peu mis sur le devant de la scène, parce que Sam Raimi, je crois, ne l'appréciait pas trop, qui est très peu mis sur le devant de la scène, ça aurait mérité beaucoup plus. Sur le peu qu'on le voit, et pour le peu de choses qu'on lui demande de faire, d'un point de vue de fond, c'est pas mal. D'un point de vue de forme, il aurait mérité d'être beaucoup plus impressionnant. Venom n'existe pas, c'est Eddie qui a des pouvoirs. Ah, c'est quand même Venom qui fait le... Non, c'est quand même Venom qui fait le business, parce que Topper Grace, lui, n'a aucun pouvoir. Mais c'est vrai qu'il reste à taille humaine, et c'est un petit peu malheureux, ouais. Le deuxième affrontement entre Spidey et l'homme sable, ça a envoyé sévère, autant au niveau de la chorégraphie que des enjeux. Là, on a un Spidey énervé qui étale la face de son adversaire sur un train, et puis qu'il le disloque, en disant bon débarras. Et c'est vrai que ça c'est des choses que t'avais pas vues jusque maintenant. Et en termes de mise en scène, là aussi, c'est excessivement riche. C'est marrant que t'en parles, Erwan, parce que cette scène-là, on peut limite se demander, mais c'est qui le vilain, finalement, entre les deux? Entre un mec, l'homme sable, qui essaie de faire comprendre à Spider-Man les choses, et puis Spider-Man qui ne le laisse pas parler, parce que je crois que déjà, à ce moment-là, l'homme sable lui dit « tu te trompes un petit peu de combat », et d'un autre côté, un Spider-Man extrêmement violent, ouais, ça c'est... C'était vraiment hyper bien pensé, et ça envoyait surtout visuellement des scènes en termes de mise en scène qui étaient pertinentes. Dramaturgie, dans l'esprit, dans la mentalité des protagonistes, c'était quelque chose aussi. Et puis, ah bah ça, c'est des scènes comme on a... Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, hein, des scènes comme ça, maintenant. La musique du Spidey noir, ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Qui a été un petit peu remixée aussi avec celle de Topper Grace de temps en temps, qui est plutôt pas mal, ouais. Et Toby le joue bien. Il le joue bien. Et ce qui est marrant, c'est que les personnages sont aussi surpris que nous, en fait, de le voir péter un plomb comme ça, parce que concrètement, en fait, il joue presque trop bien son Peter Parker. Il joue excessivement bien son Peter Parker à tel point que t'as pas idée une minute qu'il va finir comme ça. Et il y en a ni trop ni trop peu, en fait. La balance, elle est vachement bien dosée. Ouais, c'est assez d'accord, Erwan, mais après... je suis assez d'accord, pardon. Je pense pas qu'on lui chie encore beaucoup dessus, hein. Pour être tout à fait honnête, je suis pas forcément sûr qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui vraiment disent que Spider-Man 3 est un étron. Un film malade, oui, qui a des défauts, oui, mais qui a des qualités inébranlables et indéniables, ça c'est une évidence. Donc je pense. Vous pensez que Harry va revenir dans No Way Home? Non. Non, parce que trop de démêlés avec la justice, avec James Franco. Et bah on a vu, ça je trouve ça con, mais du coup on l'a vu, que le costume qu'on aurait pensé être, et je m'en doutais, celui de James Franco dans Spider-Man 3, voire celui de Dandy Hine aussi, hein, avec le planeur de The Amazing. En fait, non, c'est juste Willem Dafoe qui a upgrade ses capacités. On le voit parce qu'on voit, je crois qu'il y a une affiche qui est sortie, ou je sais plus trop quoi, où on voit son visage avec les lunettes, etc. C'est juste un autre visuel pour voir Willem Dafoe, donc non, Harry n'y sera pas. Puis de toute façon, je vois pas comment on aurait pu l'inclure. Et puis, James Franco, actuellement, Hollywood, c'est compliqué. Si, Spider-Man 3 continue de prendre quand même. Ah ouais, mais tu vois, là dans le chat par exemple, il y en a beaucoup qui le défendent, hein. Et c'est vrai que oui, il est moins bon sur bah sur par exemple la manière dont on a travaillé les personnages, dans la manière dont tout est beaucoup trop rushé, dans la manière dont on perd en drame, on est beaucoup plus dans un actionneur, il y a beaucoup plus d'action, on sent qu'on est plus dans du divertissement, l'humour est plus facile, il est moins bien dosé. Oui, effectivement, ça c'est des problèmes indéniables à Spider-Man 3. Qui fait que, est-ce le vilain petit canard? Oui. Est-ce un mauvais film? Non. Est-ce le vilain petit canard? Enfin, je veux dire, d'une trilogie comme ça. Eh, on va être honnête. Vous préférez regarder quoi? Spider-Man 3 ou Homecoming? C'est pas encore pour chier sur Marvel. Préférez regarder quoi? Spider-Man 3 ou The Amazing Spider-Man 1? Alors moi, entre Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man 2, moi, vous verrez, on en parlera la semaine prochaine, j'aime beaucoup The Amazing Spider-Man 2. The Amazing Spider-Man, premier du nom, pardon, avec le lézard, c'est un film pauvre, hein, je trouve. Hein. Si tu retires Andrew Garfield, / Donald Renew, qui est très bon, et si tu retires le côté Spidey très comics, qui est bien maîtrisé,
Bah honnêtement, moi je trouve que le premier Amazing, il est pauvre, hein, je veux dire, il n'y a pas grand-chose en termes d'introduction. Alors que le 2, là, lui, pour le coup, il va loin, et puis il propose des choses. Mais entre Spider-Man 3 et Homecoming, il n'y a même pas de match. Il n'y a même pas de match. Genre, il y a pas de... Ça, je vois pas comment, tu vois, on pourrait faire un débat là-dessus. C'est évident qu'on allait choisir le troisième. On ne peut pas comparer Spidey 3 et Homecoming en termes d'enjeu. Euh... Bah, dans la mesure où, là où on peut le comparer, si Homecoming avait été une origin story, je t'aurais dit non. Dans le sens où c'est pas une origin story, puisque Spider-Man a déjà été inclus dans l'univers, ça offre déjà un peu plus de possibilités. Il y aura pas Franco, mais techniquement, Dafoe est mort aussi, donc c'est pas une raison pour empêcher un retour. Alors bah, ça, après, je vous avoue que j'ai pas tout compris hein, dans No Way Home. Dans la bande-annonce, ils disent que tous les ennemis qui sont revenus sont morts, dites-moi si je me trompe, hein, sont morts en affrontant Spider-Man. C'est bien ça hein, qui est dit dans No Way Home. Bon, alors Octopus et le bouffon vert, je veux bien. Bon, Octopus se sacrifie, le bouffon vert se tue tout seul. Mais je veux bien. C'était pendant un combat. Mais le lézard, il est pas mort. L'homme sable est pas mort du tout. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Si on part sur une incohérence déjà dès la bande-annonce, ça fait chier. Parce que l'homme sable est pas mort, le lézard n'est pas mort non plus, et Electro, je me rappelle plus. Et alors Electro, pourquoi il est pas bleu? Comment ils vont nous expliquer ça aussi? Parce que je crois que le Electro, il me semble que dans The Amazing Spider-Man 2, je les reverrai hein, avant de lancer mon live la semaine prochaine. Mais Electro, il me semble qu'il peut pas reprendre forme humaine totale, il est totalement bleu et il le reste tout le long du film, non? Pourquoi ils l'ont ramené comme ça? Alors certes avec un costume qui ressemble plus à Electro, mais c'est du multivers, donc pas tout à fait les mêmes univers. Bah c'est quand même l'univers The Amazing. Bah no spoil quoi, on va pas tout demander dans la bande-annonce. Ah bah non, mais il s'agirait peut-être d'être juste cohérent. Après, enfin je veux dire, si tu veux pas trop en dévoiler, Warren, pour moi en fait cette phrase-là tu la mets pas parce que ça rend, enfin t'as l'impression d'avoir des incohérences. Donc si c'est réexpliqué pendant le film, ok, mais je pense qu'il aurait mieux fallu pas la mettre dans la bande-annonce. Electro, c'est un variant. C'est peut-être un variant d'un autre Max Dillon. Ah ouais, oui, donc ce serait encore un autre multivers. Ouais, alors dans ce cas-là, bon, c'est un peu une douille, quoi, parce que t'es pas totalement sur, t'es pas totalement sur le Amazing Spider-Man, le film Amazing Spider-Man. Donc le électro que tu vas voir ne sera pas forcément celui-là. Donc le bouffon vert sera peut-être pas forcément celui-là non plus. On sait pas trop. En fait, on sait pas trop sur quel pied danser là-dessus. Alors si, au niveau du bouffon vert, du Docteur Octopus, on se doute que ce sera ceux des films. Mais pour les Amazing, je suis moins sûr. 20 000 univers, ça va être le bordel. Ouais, ce serait un... Oui, oui, d'accord. Donc c'est plus ou moins ce que j'avais compris. Quand j'en ai parlé à Aurel, on s'était dit ça, que Electro, à mon avis, ça allait être peut-être un d'un autre truc. Et je lui avais même dit, ouais, mais imagine que du coup, bah, le Toby qu'on rencontre, c'est pas notre Toby à nous. C'est simplement un Toby Maguire autre. C'est une autre forme d'un Toby Maguire d'un autre univers. Putain, si c'est ça, vas-y, la douille. La douille. Le lézard et l'homme sable meurent après leurs films respectifs. Il y aura une explication à comment ils sont morts. Bah, j'espère, parce que bon, là, ça laisse quand même vachement sous silence. Il y a que Electro le suspect, sinon le lézard, c'est le même. Oh, je dis le lézard ou d'autres. Ça se trouve, il y aura d'autres protagonistes qu'on va voir arriver qui seront issus d'autres multivers. Hein. La fille de Sandman aurait succombé à sa maladie, il n'aurait pas supporté, il en serait mort. Voici la théorie qui traîne sur ce personnage au vu des paroles de Stranger. D'accord. Ah, donc c'est pas vraiment dans un combat alors. Parce que je sais qu'il y a des gens qui avaient dit qu'ils s'étaient peut-être dissous à la longue. Le concept du multivers favorise les facilités scénaristiques. Ah bah là, je pense qu'on va en avoir une plâtrée. Hein. Là, le ta gueule, c'est magique n'aura jamais pris autant de sens. Hein. C'est-à-dire ta gueule. C'est comme ça, c'est cadeau, c'est pour nous. Non, c'est multivers. Non, t'as pas compris, c'est normal, c'est multivers. Non, il est pas... Non, non, c'est normal. Oui, c'est James... Non, c'est Jamie Foxx, mais un autre. C'est normal, c'est multivers. Et ouais. Bah, ils auront pas trop de 2h40 pour nous expliquer tout ça, quand même. Hein.
pour nous expliquer tout ça. En tout cas, oui, c'est vrai que moi, pour moi, bah, la trilogie Spider-Man, c'est des acteurs percutants, James Franco, Tobey Maguire, euh, J.K. Simmons, Willem Dafoe, Alfred Molina, enfin c'est vraiment des comédiens de renom. C'est un réalisateur qu'on sent qui s'éclate, au moins sur les deux premiers, il se fait plaisir. La preuve avec Bruce Campbell, mais même avec des thématiques de réalisation qu'on a déjà abordées. Et puis c'est quand même quelque chose qui aura marqué l'enfance de beaucoup de gens. C'est une saga iconique. C'est une saga qui a marqué une génération, qui en a marqué des suivantes, et qui, je pense, aura mis un pied à l'étrier du vrai bon film de super-héros. Comme ça a été le cas ces années-là avec Blade, comme ça a été le cas avec X-Men. C'est des films qu'on peut regretter. Alors moi, sachez qu'après, parmi les films de, entre guillemets, de super-héros ou d'anti-héros que je préfère, il y a The Crow, qui est pas à négliger. Parce que The Crow, on pourrait presque le mettre finalement dans la thématique de films de super-héros. Et The Crow, c'est absolument superbe avec Brandon Lee. Donc t'as The Crow, hein, qui fait le métier. T'as donc Incassable. Et puis dans les films un peu plus super-héros issus effectivement de l'univers comics, etc., Marvel ou DC, bah, Spider-Man fait partie des grands de ce monde. Fait partie des grands de ce monde. J.K. Simmons, c'est qui encore? J.K. Simmons, c'est J. Jonah Jameson. The Crow est adapté d'un comics. Oui, mais ni Marvel ni DC, je crois. Alors que là, là, je parlais éventuellement Marvel DC, mais là, on est avec The Crow dans encore autre chose. C'est comme si je te parlais d'Hellboy. Hellboy, je me souviens plus d'ailleurs. Ah, attendez, Hellboy, je me demande si c'est pas DC. J'ai plus de souvenirs. Ou une branche de chez DC. Je me demande si c'est pas Hellboy, un cousin de DC. Ou à moins que ce soit Dark Horse, parce que Dark Horse, c'est Alien aussi. Non, je crois bien que c'est peut-être bien Dark Horse. Parce qu'à Dark Horse, ils ont la licence Alien et Predator. Je me souviens plus exactement. Ah bah, y en a qui disent que c'est Dark Horse. Donc ouais, non, c'est ça, d'accord, ok. Ok, oui, non, bah c'est bien ce qui me semblait, parce que quand j'avais bossé sur Alien vs Predator, j'avais vu que Dark Horse aussi était responsable de Hellboy. Ça m'est revenu après. Chacun aura son préféré avec l'acteur qui l'a grandi. Voilà, et c'est exactement pour ça, tu vois, Brosnan, moi, que je trouve que... euh, on devrait être ravis, en fait, d'avoir autant de propositions de Spider-Man différents. Avoir autant de qualité dans les comédiens qui les ont interprétés, que ce soit Andrew Garfield, que ce soit Tobey Maguire, ou même, effectivement, Tom Holland, je trouve, les rapports qu'il a avec Tony Stark, qui sont quand même plutôt percutants. Ouais, moi, c'est des choses que j'aime beaucoup. C'est des choses que j'aime beaucoup, et on devrait se satisfaire de ça. Chacun y trouvera son Spidey favori, mais on a quand même eu voilà, une trilogie qui tient largement la route. Je pense que même si on parle de Spider-Man 3, aujourd'hui, on peut le dire, ça tient vraiment la route. Merci beaucoup, Charles, pour le don. Selon toi, si Toby est là, doit-il mourir dans le film pour représenter la fin d'une époque? Je pense que le film doit allier nostalgique et tragique. Ah, bah écoute. Alors, merci beaucoup, Charles, pour le don. C'est une excellente question. En temps normal, je t'aurais dit que ça me dérange pas d'aller dans le tragique. Mais je suis convaincu qu'on va les voir 10 minutes. S'ils y sont. Je suis convaincu qu'on les verra 10 minutes. Je suis convaincu qu'on ne les verra que pour le combat final. Et à partir de ce moment-là, ça rend la chose impossible. Moi, je vous l'ai dit, on en reparlera dans 2 semaines pour toutes mes théories sur No Way Home. Je suis convaincu que Zendaya va tomber, Andrew Garfield va la rattraper, et qu'ensuite Tobey Maguire va arriver. Ils seront là un quart d'heure pour le combat final, il y aura quelques dialogues, et après ils repartiront dans leur univers respectif. Un petit peu comme, voilà, Sparrow, sans trop spoiler, le film dont tu parles. Et c'est quasi... malheureusement, si c'est comme ça, déjà, ce sera hyper décevant parce qu'on n'aura pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et je me demande comment ils vont pouvoir gérer de la dramaturgie là-dessus. Après, de ce qu'on dit dans le chat,
Alors, c'est bien d'un autre côté, mais d'un autre côté, c'est chiant de révéler les leaks, parce que bon, bah, il y en a comme moi qui n'ont pas envie d'être spoil. Et puis bon, c'est que d'après les leaks, donc on peut pas savoir ce qui est vrai ou faux sur un film comme ça, sachant que ça fait environ un an et demi qu'on nous montre tout un tas de trucs qui sont tous aussi fake les uns que les autres. De ce que me disent certaines personnes, ils seraient là au bout d'une heure et demie de film. Je vous prie, pendant les 3 prochains lives, de ne pas révéler les leaks, parce que c'est pas très intéressant pour ceux qui n'ont pas envie de savoir, moi le premier. S'ils sont là au bout d'une heure et demie, à voir comment ils vont faire le truc. À voir comment ils vont faire le truc. J'ai envie de te dire, il y avait un petit peu de tragique et de dramaturgie, il y avait des vrais thèmes de fond, et il y avait des choses hyper pertinentes dans Spider-Man New Generation, et il n'y avait pas besoin d'avoir 150 000 Spider-Man qui meurent à la fin, dans celui sur Miles Morales. Mais, donc je sais pas trop. Je pense que non. Moi, si j'ai envie de te dire les choses clairement, je pense pas. Je pense que tu peux allier de la tragédie ou vraiment des choses profondes sans avoir besoin d'en tuer un. Parce que quand bien même qu'il arrive au bout de 30 minutes, 1 heure et demie, 2 heures, on te le fait revenir pour mourir. Je... Je pense que la dramaturgie pourrait arriver autrement. Très sincèrement. Et après, moi, j'avais pas vu les leaks, hein, donc je pense que si t'as pas vu les leaks, c'est plus ou moins ce que tu t'attends à voir, hein, un truc où tu les vois un quart d'heure à la fin et puis c'est tout. Alors c'est vrai que si effectivement on les voit beaucoup plus que ça, et puis le problème c'est qu'on est dans le MCU et on voit ce que c'est, le tragique et le difficile à vivre dans le MCU, bah c'est Infinity War. Le problème c'est qu'après avec Endgame, bah finalement personne n'est mort, hein, à part Iron Man et Scarlett Johansson. Donc ça revient vite, tu vois, la balance de on passe du tragique à bah, finalement tout le monde est vivant et vite se propage rapidement. Hein. Oui, le Spider-Man PS4, je l'ai fait bien sûr, bien sûr. J'ai fait le premier que je n'ai pas et j'ai fait en stream surtout celui-là. Le Miles Morales, c'est le premier jeu PS5 qu'on a fait en stream qui était excellent. Qui pourra poser la question, on en parlera évidemment dans le live sur les théories No Way Home. Doit-il y avoir Miles Morales Si oui, et pourquoi Jaden Ça, on en reparlera. Tu penses quoi de l'homme sable? L'homme sable dans Spider-Man 3, bah pareil, on a un manque d'études hein, vis-à-vis de son personnage, on a un manque... On sent qu'en fait c'est un peu fait avec un lance-pierre le scénario de Spider-Man 3. Disons que l'avantage du 1 et du 2, c'est que ça a incorporé de nouvelles histoires avec comme toile de fond un petit peu à droite à gauche des problématiques du premier. Et ça, c'était le cas pour le deuxième. Le 3, en fait, t'as que des thématiques anciennes. C'est-à-dire que t'as Harry qui va vouloir se venger, t'as l'homme sable qui est une redite en fait de ce qui s'est passé dans le premier. La seule chose qui est véritablement nouvelle, c'est le symbiote et Venom. Mais c'est pas assez étudié. Donc je trouve que tous les personnages en fait dans le 3 manquent d'études. Maintenant, l'acteur est plutôt bon, mais ça reste pour moi le moins emblématique. C'est-à-dire que oui, il est que très peu emblématique et même s'il y a des thèmes qui sont intéressants à aborder par rapport à Ben Parker, etc., ça reste moins quand même grandiloquent que la puissance de dialogue et de texte que pouvaient avoir les autres. Parce que là, on est dans on retourne encore dans ce qu'on était déjà capable de faire, c'est-à-dire on revient sur la mort de Ben Parker, on revient sur la mort de Willem Dafoe, sur la découverte de Peter et de Harry. Je pense que si on avait fait un film juste entre Harry et Venom, ça aurait été peut-être plus intéressant. On aurait eu plus de temps pour développer des choses concrètes. Puis c'est sûr que Gwen va être attrapée par Andrew dans Spider-Man 3 de Sam Raimi, elle tombe de l'immeuble à cause de la grue, mais Peter la sauve. Ah bah de toute façon, moi je pense que ce sera Moi, enfin, je sais pas si tu parles de Gwen ou de Zendaya, hein, mais moi je pense que dans No Way Home, Zendaya sera sauvée par Andrew Garfield. C'est un copier-coller. C'est un putain de copier-coller, en fait, de la scène. Ils se sont pas foulés, hein. Donc forcément, tu me mets un copier-coller de la scène, tu peux être sûr que, bon, bah, Tom Holland, il loupe son coup, et puis que derrière, Andrew Garfield, il la sauve. C'est soit ça, soit il réussit à la sauver, finalement, et Andrew Garfield, il le regarde en mode, putain, c'est bien, moi, j'ai pas réussi. Alors, ce serait de la merde, ça. Ce serait peut-être encore pire. Il manque un méchant. Ah, mais ça, on en parlera dans les théories, ça. On en parlera dans les théories dans 2 semaines. Et ce sera très cool. Alors, j'essaie de réfléchir à voir si j'ai pas oublié d'autres choses.
Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses dans le chat, hein, le fameux baiser du Spider-Man aussi, qui a été moult fois repris, qui reste une des séquences emblématiques dans le premier, la puissance de Willem Dafoe, la puissance d'Alfred Molina, ouais, les difficultés du troisième, non, je pense que c'était sympa. Est-ce qu'en tout cas, vous, c'est un live qui vous a plu? Une petite heure 40. Bon, en même temps, d'un autre côté, vous allez me dire, c'est long et c'est pas long. Si je voulais en faire des vidéos, et peut-être qu'un jour, je reviendrai sur la trilogie en vidéo, en parlant aussi comment dire, de tout l'envers du décor, ce qui sera encore plus intéressant. Euh, Là, c'est vrai qu'une heure 40 où je parle tout seul, forcément, j'ai le temps de développer beaucoup plus de choses. Je me dis, le live n'est pas si long, mais bon, quand t'es tout seul à parler, une heure 40, bah t'as le temps de dire beaucoup de choses quand même en une heure 40. Tu as vu le nouveau film avec Andrew Garfield sur l'histoire vraie de Jonathan Larson? Pas du tout, non. Apparemment, c'est bien, je crois en avoir eu de bons échos, mais pas du tout. Mais voilà, bon, on va peut-être clôturer, il est 43, on va clôturer d'ici 4-5 minutes. Mais c'était très cool en tout cas de parler de Spidey, parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'en parler sur ma chaîne. J'avais fait Homecoming et j'avais fait Far From Home en critique, mais ça fait partie de ces trilogies, bah pareil comme Le Seigneur des Anneaux, dont j'ai pas eu l'occasion de discuter alors que j'ai grandi avec, parce que pas le temps. C'est aussi ça qui est intéressant, hein, c'est que l'an prochain, dans le sens où je vais quand même plutôt largement remanier ma chaîne YouTube, il y aura plus de possibilités, à mon avis, pour faire d'autres choses et, plus de possibilités aussi pour parler de films dont j'avais pas l'occasion de parler d'habitude. Donc ça peut être plutôt sympa. En tout cas, c'est un live que j'ai trouvé hyper intéressant et j'espère que vous aussi. J'espère que vous aussi. Et il y a tellement de choses à dire de toute façon sur tellement de choses à dire sur ce comment dire sur ces films-là, sur cette trilogie filmique qu'on n'aurait pas assez d'une heure 40. Hein. C'est quoi ta saga préférée, tout film confondu? Ce serait très compliqué de te citer quelque chose entre Alien et Jurassic Park, mais je vais quand même citer Jurassic Park parce que c'est le cœur qui parle. Il y aurait Alien juste derrière. C'est les deux sagas de mon cœur, disons. SOS Phantom 3, t'en penses quoi? Sans spoil, me le conseilles-tu? Oui, l'héritage, oui, c'est très bien. C'est très très cool. N'hésitez pas à aller le voir. Quand il sortira le 1er décembre, je sais pas s'il y aura d'autres avant-premières. C'était ce dimanche-là. Les avant-premières qui ont été faites. Mais ouais, c'était très cool. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous avez envie d'y aller. Parce que c'est l'exemple parfait d'une suite utile et intelligente. Et pas trop fanservice, donc c'était top. Je vous remercie infiniment d'avoir été là. N'oubliez pas qu'on est en live encore toute la fin de semaine. Ce sera sur Twitch. Demain à 21h. Vendredi à 21h. Samedi à 14h. Spécial, ce sera spécial Jurassic World Evolution 2. Ce sera les derniers streams sur Jurassic World Evolution 2 où on fera la théorie du chaos Jurassic Park 3. Ça promet de grandes choses. Et puis après, il y aura le live de 12h, évidemment, le 4 décembre sur... ou le 5, je sais pas trop, sur Jurassic World Evolution 2, mais on reviendra sur Red Dead après. Donc n'oubliez pas qu'il y a du Twitch encore toute la semaine. La semaine prochaine, ce sera lundi ou mardi, je sais pas encore quand exactement. Il y aura donc un live spécial The Amazing Spider-Man, donc on reviendra en rétrospective sur les deux films The Amazing Spider-Man 1 et 2. Et puis la semaine suivante, on sera à une semaine de la sortie de No Way Home, on fera un live spécial sur toutes les théories, en espérant pas trop nous faire leak. Mais un live spécial sur toutes les théories pour No Way Home, ça pourrait être assez sympa de faire ça, parce que comment dire, en parler avec Aurel m'a quand même bien chauffé à l'idée de vous parler à mon tour de Spider-Man. Je préfère le faire en live parce que j'aurais pas assez de choses à dire en vidéo, puis je préfère faire des trucs un peu plus intéressants que ça. Mais en tout cas, on se fera ça. Passez une excellente soirée. Merci infiniment pour les dons de ce soir. Vous avez été très généreux. Merci beaucoup. Et je vous souhaite à la prochaine donc pour de nouvelles aventures. Bisous à tous. Je vais vous dire, est-ce qu'il live Grimes? Est-ce qu'il live le Grimes Une? Ah bah non, il live pas, tiens. Comment ça se fait? Il n'est pas en live. Bah, je comptais faire un petit raid en mode vous envoyer le petit lien là pour vous envoyer un truc. Est-ce qu'il y a des gens qui savent pourquoi le Grime Sune n'est pas là tonight? Ou peut-être pas, hein, mais je voulais vous envoyer le petit lien pour lui faire un petit raid des familles from YouTube to Twitch. Bon bah c'est pas grave. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Moi je vais aller regarder World Beyond.
du souci aussi, ça. Bisous.